Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler des rookies qui nous marquent durant cette première saison. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, vous avez bien vu, ces dernières semaines, on aime bien vous parler des jeunes gardes de la NBA et puis on profite de ce moment de la saison là qui peut parfois paraître un petit peu mou après l'All-Star Game pour vous parler à la fois des jeunes qui vont arriver en NBA, on vous a parlé aussi un petit peu de formation, mais aussi pour vous parler des rookies qui arborent notre ligue cette saison avec une classe de draft qui était annoncée comme plutôt faible mais qui quand même permet de révéler quelques joueurs. On voulait pouvoir faire un petit tour d'horizon de ces différents gars, donc je crois qu'on va vous présenter quelque chose comme 8 joueurs dont on va vous parler pour justement voir un petit peu ce qu'on en pense et ce qu'on voit. Et puis, pour nous accompagner, vous avez pu le retrouver au Salon de l'Agriculture cette semaine. Il est solide au bar comme un troisième ligne des New York Knicks. Il cumule les qualités de sa Normandie natale, la bienveillance, la neutralité la plus extrême, mais surtout la plus précieuse des qualités, c'est la fiabilité. C'est Ben. Ça va, Ben? Salut tout le monde, ça va très bien. J'ai encore quelques séquelles il y a 2 jours, mais ça va, je vais pouvoir normalement tenir mon poste ce soir. Tu peux tenir ton poste ce soir, c'est pas encore la troisième mi-temps, mais tu vas pouvoir parler basket du coup. Basket cette fois-ci. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Ok, bon, on n'est pas qu'avec toi, Ben, on est aussi avec un habitué, vous avez l'habitude de l'entendre, mais surtout de le lire sur le Twitter de Q-Basket où il alterne les attaques frontales et surtout les analyses fines. Vous ne le savez pas, mais en quelques mois, il s'est imposé comme l'enfant terrible de la rédaction. C'est Paul. Salut Paul, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on se retrouve encore une fois, Paul, pour parler de jeunes. Ça va finir par paraître encore, chelou. Mais en tout cas, on va pouvoir parler de ces rookies. Sachant que toi, en vrai, plus sérieusement, dans la rédaction, tu es un peu notre spécialiste, si on peut dire, des jeunes joueurs. C'est un truc que tu aimes particulièrement bien, pouvoir les suivre. Ouais. Et c'est toi d'ailleurs qui avais envie qu'on fasse ce podcast. C'est pas faux, ouais. Voilà une belle description. Bah écoutez les gars, je propose qu'on se mette tout de suite dans le vif du sujet. On va donc vous présenter 8 joueurs dans un premier temps, chacun à notre tour. On va vous présenter un gars qui nous a plutôt bien plu sur ce début de saison. Ensuite on fera un petit focus sur Rizaché et Alex Sarr qui sont numéro 1, numéro 2 de cette draft là, mais surtout qui sont nos 2 Français. Et on terminera avec des noms un peu plus plaisir, de joueurs qu'on aimerait voir jouer un petit peu plus, mais qui manquent un peu de temps de jeu, mais qui sont quand même assez intéressants sur ce qu'on voit. Ben, je te laisse la main en premier pour nous présenter le premier joueur avec lequel il faut faire attention visiblement sur son patronyme. Ouais, exactement. En fait, quand on pense rookie de cette saison, il y a évidemment, en tant que bon français, et sachant que j'étais au Salon de l'Agriculture, je peux affirmer que je suis fier de ma France, et on pense évidemment aux deux Français, mais après eux, le premier qui vient, je pense, c'est donc Stephen Castle, le Spurs coéquipier, camarade de ce bon vieux Victor Wembanyama dans ce nouveau duo de jeunes qui est promis à dominer la ligue. Au-delà du fait qu'il soit énormément médiatisé parce qu'il a beaucoup de temps de jeu, qu'il est beaucoup responsabilisé et qu'il joue à côté de peut-être le mec le plus médiatisé de la ligue, c'est un profil très très intéressant. Déjà, moi, en préambule, je préfère dire que je connaissais pas du tout les profils avant leur draft. Je suis pas du tout scout, expert NCAA ou quoi que ce soit, donc je les ai un peu tous découverts tels quels quand ils ont mis leurs pieds dans la grande ligue. Du coup, je pense qu'on va commencer par les quelques points positifs de Stephen Castle. Le premier, alors je sais pas si c'est le premier, mais c'est celui, ce que j'ai cru comprendre, ce pourquoi il était reconnu en NCAA, c'est notamment sa défense. C'est vrai que pour
pour un garde. On sait que c'est pas le rôle primaire de ces postes-là. Pourtant, tu vois que ils ont un axe 1-5 maintenant avec les deux très très solides défensivement. C'est quelqu'un qui est assez athlétique, qui est vif, qui passe plutôt bien les écrans, qui arrive à tenir en on-ball, qui est assez intelligent et comment dire, qui fait attention sur son jeu off-ball, enfin sa défense off-ball. Donc c'est encore un jeune joueur, mais il a tout pour devenir un défenseur élite sur les postes 1-2 dans les prochaines saisons. Ouais, moi je suis d'accord. Je trouve que c'est un joueur qui est assez intéressant défensivement. Tu l'as assez bien présenté. Il y a des qualités offensives, moi, que j'aime bien chez lui, mais je pense que tu vas revenir dessus, donc je vais pas plus dans le détail. Paul, Bien toi, sûr, sur ouais. sa défense, t'as des trucs à dire sur la défense de Castle? Moi, je trouve qu'elle est pas si impressionnante que ça dans la régularité. Je trouvais déjà, sans revenir dans le détail, mais je trouvais qu'en NCAA, sa réputation défensive était un peu surfaite. Maintenant, il est dans un contexte compliqué parce qu'en fait, il a Wemby derrière lui, il y a un coaching où il y a Pop qui part, et ensuite il y a un assistant coach. Donc il y a pas vraiment de continuité dans le coaching, donc dans les idées aussi en défense chez les Spurs. Donc il est pas, à l'heure actuelle, il n'est pas dans le meilleur contexte pour vraiment qu'on se rend compte du potentiel de défenseur qui peut être. Mais je suis pas, je suis plus bas que la moyenne sur sa défense. J'ai l'impression, je la trouve pas si impressionnante que ça. Et je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs, que ce soit off-ball ou des fois il manque un peu un moteur on-ball. Mais bon, je sais pas, je suis peut-être un peu biaisé aussi. Hein, je dis pas que j'ai raison. Moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu moins bien que ce qu'on annonçait. Mais je regarde pas non plus toutes les possessions défensives des Spurs, donc il y a peut-être des trucs que je loupe aussi. Hein. Après, moi, je trouve que c'est un trait un peu caractéristique chez lui, la régularité. Ça fait partie. Alors, on s'était dit qu'on commençait par les points positifs, mais du coup, Paul ouvre un peu la voie là-dessus. Bien sûr, ouais, C'est que je on trouve rebondit. que c'est un joueur qui subit son jeune âge et il est assez irrégulier. Il est irrégulier entre les matchs, mais il est aussi même irrégulier dans les matchs. Où il peut faire des mi-temps, des premières mi-temps où il passe un peu à côté, derrière une deuxième mi-temps où il est super intéressant. Et effectivement, peut-être que ça sent aussi un petit peu sur sa défense. En tout cas, moi je suis assez d'accord sur l'idée que on voit venir un défenseur qui sera tout à fait correct et qui a la possibilité d'être très bon s'il trouve une forme de régularité. Mais je pense qu'il est très focus sur l'attaque en fait. Et on l'avait vu d'ailleurs dans les déclarations qu'il avait fait ou ce qui était paru avant sa draft, où c'est un joueur qui se voyait vraiment comme un attaquant capable. Donc on peut estimer qu'il est assez concerné par cette partie-là du terrain. Mais Ben, je te laisse la main parce que j'ai pas de doute que tu as des trucs à dire sur son attaque et je veux pas te spoiler non plus. Ouais, non, non, juste pour finir avec la défense, je suis assez, enfin, je suis assez d'accord, pardon, avec Paul sur le fait que ça soit encore irrégulier, mais j'ai l'impression que c'est quand même le fil de tous les joueurs de cette draft pour l'instant. Il y a beaucoup d'irrégularités. Ça revient avec ce que tu as introduit, Ben, au tout début, c'est que c'était réputé pour être une draft assez faible, contrairement aux années passées, et on ressent que malgré les qualités de certains, il y a toujours des points soit faibles ou de l'irrégularité. Et évidemment, Castle, que ce soit d'un côté ou de l'autre du terrain, il rentre complètement dedans. Et pour l'instant, on voit plus des flashs plus ou moins réguliers qu'une vraie constance sur ces points, que ce soit offensif ou défensif. Donc je suis totalement d'accord, mais bon, je pense qu'on va pas éviter de redire à chaque fois que c'est ultra irrégulier, parce que c'est le cas, je pense, pour tous les joueurs qu'on va citer Oh, c'est un aujourd'hui. peu le propre des jeunes Bon, aussi, hein. En plus de ça, t'as oui, bien raison. sûr, oui, oui, Ouais. c'est ça. C'est que oui, il a le côté, pour l'instant, il a le côté physique et pas le côté, comment dire, régulier intellectuellement, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que dans quelques années, il gardera son physique et il sera beaucoup plus habitué au jeu NBA, quoi. Côté attaque, moi je trouve, pour le coup, moi c'est là où je suis peut-être un peu moins haut que plein de gens. C'est que c'est vrai que ça reste c'est un profil très très intéressant qui peut euh, créer, que ce soit pour lui, un petit peu pour les autres, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, qui pour l'instant ne shoot pas, ou très peu, ou très mal. Donc pour l'instant, c'est assez, ça repose beaucoup sur son explosivité et sa capacité à faire parfois des différences off-ball, mais c'est très frustre
pour l'instant. Alors, on revient à ce qu'on dit, c'est que ça reste un jeune joueur qui est jeté dans un contexte compliqué. Mais moi, je suis peut-être un peu moins chaud dessus que beaucoup de gens. Là, par exemple, je m'étais noté en fréquence. Il va énormément au cercle. Alors, j'ai plus le truc. Oui, 93e centile en fréquence au cercle. Par contre, il est très peu efficace. Il shoot très peu à 3 points et quand il shoot, je crois qu'il est à 28 ou 29%. Donc en fait, il est vraiment inefficace sur toutes les portions du terrain, quoi. Donc pour l'instant, ça c'est assez problématique, tout en sachant que contrairement à d'autres joueurs de cette draft ou non, enfin ou d'autres jeunes joueurs, il n'a pas toute la responsabilité de l'attaque entre ses mains. Il est censé être un peu comment dire, une option secondaire, tertiaire, je sais pas, vous placez le curseur où ciblé vous par la voulez. défense, quoi. Voilà, c'est pas censé être l'ennemi public numéro un. Donc c'est assez, je vais pas dire inquiétant, mais c'est à mettre en perspective. Moi, je trouve que ce qu'il a, c'est que je suis d'accord avec toi. En fait, il a ce problème des arrières qui n'ont pas de shoot et qui forcément, du coup, partent avec un point faible structurel, tu vois, un espèce de retrait structurel qui forcément est impactant. On peut penser par exemple à quelqu'un comme Amen Thompson, sauf qu'il n'a pas la capacité de dribble et de drive que peut avoir Amen Thompson. Et donc, sur la partie scoring, bah forcément, ça se ressent un petit peu. Par contre, il a ce côté un peu comme peut avoir justement Amen Thompson. Ces arrières hyper athlétiques qui peuvent jouer dans le dunker spot et proposer une solution un peu étonnante. Et donc, effectivement, sur la partie scoring, il y a ce problème-là. Moi, ce que j'aime beaucoup sur son attaque, c'est son decision making en fait, et sa capacité à comprendre les situations, que je trouve finalement assez intéressante, tu vois, sa capacité à sentir s'il va avoir un switch ou non, du coup à shooter sur un joueur plus grand ou à le driver en fonction des qualités qu'il peut avoir. Je pense que son passage en meneur aussi l'a bien aidé sur le decision making, mais ça c'est un peu plus sur la passe. Moi je trouve que globalement, sa qualité la plus sympa, c'est sa capacité à comprendre les situations et à savoir quoi faire dans chacune des situations. Par contre, je le trouve parfois un peu limité par effectivement ses qualités techniques, quoi. Le shoot est pas complètement en place. Et le dribble, moi je le trouve pas ouf le dribble. Donc du coup forcément tu le sens sur le drive. Il compense son manque de shoot en tentant beaucoup le drive. Mais comme il arrive avec beaucoup de drive contestés, tu l'as dit Ben, il y a un petit problème d'efficacité sur le drive. Paul, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, avec Castle, j'avais sous-estimé 2 trucs. C'est ses qualités athlétiques. Je pensais pas qu'il allait être aussi impressionnant en NBA vraiment sur l'eye test, quoi, de se dire waouh, en fait, il décolle de ouf. Et ouais, ses qualités athlétiques, elles sont vraiment impressionnantes. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup chez Castle, c'est sa capacité à décélérer sur ses drives. Où honnêtement, j'ai rarement vu ça chez un rookie, quoi. Une capacité aussi forte à décélérer. Et comme tu l'as dit, donc ça va avec le decision making sur ses drives. Je trouve qu'il est vraiment impressionnant là-dessus. Et c'est pareil, je l'avais pas trop vu. Et il m'impressionne vraiment sur ces deux aspects-là. Maintenant, le shoot, comme tous ces joueurs un peu athlétiques qui jouent un peu comme des combos, je ne trouve pas que ce soit dramatique qu'il ne l'ait pas à l'instant T sur sa saison rookie. Je dis pas forcément que ça va devenir un bon shooter, mais je pense qu'il arrive à monter à 34-35%, ça peut être suffisant, quoi, pour avoir un bon impact en attaque. Le truc aussi avec Castle, c'est est-ce que vraiment on le projette comme un initiateur, comme un créateur on-ball à qui tu donnes beaucoup de responsabilités? Je pense pas que ce soit un problème dans le cas des Spurs, parce que déjà cette saison il joue avec un meneur qui s'appelle Chris Paul, donc ça va, c'est sympa, il est plutôt bien mis dans les bonnes dispositions, mais là il arrive dans un contexte finalement un peu favorable où tu sais qu'il y a déjà De'Aaron Fox, en fait, il y a De'Aaron Fox qui est arrivé maintenant, mais tu sais que quand l'effectif est au complet, t'as De'Aaron Fox et Wemby. Donc du coup, en termes de création pure, t'as pas besoin forcément que Stephen Castle devienne ce créateur élite. Alors peut-être qu'ils seront pas satisfaits de De'Aaron Fox et qu'il faudra trouver un autre gars, mais les assets, ils les ont. Donc ouais, est-ce que je le projette en pur initiateur star sur du moyen long terme? Pour l'instant, pour moi, j'ai pas assez de garantie, et c'est vrai que ça va aussi avec le shoot, mais aussi le toucher à mi-distance. Et tu vois, j'ai regardé sur tous les play types, et il n'y a aucun play type où il est dans la première moitié en percentile. Donc c'est normal, c'est un rookie. Mais ça prouve qu'il n'y a pas non plus un truc, tu vois, même sur transition, même sur ISO, il n'est pas élite, quoi. Enfin, il n'est même pas au-dessus de la moyenne. Donc, encore une fois, voilà, c'est normal, il est rookie. Mais ouais, je le vois plus comme un super finisseur sur les postes 2-3, ce qui est déjà pas mal, hein, pour un joueur comme lui.
plus que comme un initiateur un peu star. Mais j'espère encore une fois que j'aurai tort, parce que j'étais un peu plus bas que la moyenne sur lui, donc j'ai eu tort parce que je trouve qu'il est vraiment, il fait des choses impressionnantes sur sa saison rookie. Donc j'espère que j'aurai tort, ouais. Moi, je trouve le grand avantage qu'il a, Stephen Castle, c'est de jouer avec Wemby. C'est que ses qualités, en fait, elles sont quand même très complémentaires de Wemby et ses problèmes un peu structurels sur le shoot peuvent être compensés par une capacité à vivre près du cercle, même sans ballon, que Wemby va pouvoir mettre en avant structurellement parce qu'il donne du spacing et que du coup il libère de la place dans la raquette. Et que ça, je trouve, c'est super intéressant pour lui. Et là où je rejoins bien Paul, c'est une des questions qui va se poser avec lui, c'est est-ce que lui va vouloir être un créateur? Parce que lui, clairement, il s'est présenté à la draft en disant je veux jouer meneur de jeu, etc., etc. Alors que j'ai l'impression qu'avec les qualités qu'il a, il pourrait être effectivement entre un poste 2 et un poste 4. Franchement, je trouve la comparaison avec Amen Thompson, elle est intéressante. Même si je ne lui vois pas le même potentiel qu'Amen Thompson. Mais je trouve la comparaison, elle est intéressante. J'aimerais bien qu'il transfuge vers quelque chose comme ça. Ce qu'on a vu quelques fois cette saison, c'est-à-dire un joueur très très mobilisé sur la contre-attaque, qui est capable de repérer les espaces pour jouer un peu plus près du cercle et de bien défendre, et qui malgré tout a un bon decision making, ce qui lui permet en plus d'apporter une autre dimension de circulation de balles. J'aimerais bien qu'il aille vers ça, mais on verra si... on verra s'il l'accepte déjà. Mais bon, l'arrivée d'Aaron Fox, je pense, va plutôt dans ce sens parce qu'il récupère un énorme porteur de balle, sachant qu'il y avait déjà Wemby. Et je pense que ça devrait aider à aller dans ce sens. Messieurs, est-ce que vous voyez autre chose à dire sur Stéphane Non, Chatto? mais juste tu l'as comparé à Amen Thompson. Moi, j'aime bien les comparaisons avec Ja Morant et Jimmy Butler aussi. Je trouve qu'il y a un peu de Ja et de Jimmy en Stephen Castle. Toute proportion gardée, mais voilà. Ouais, il est peut-être un peu moins explosif que Ja, mais la comparaison avec Butler, elle avait été beaucoup faite avant la draft. Mais effectivement, on verra jusqu'où il monte, mais sur les profils, ouais, ça Oui, ressemble un peu, quoi. ouais. Bon, ça ressemble un peu. Ben, tu vois autre chose à dire sur Stephen Castle ou pas? Non, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour, mais juste, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut peut-être insister sur le fait que euh, comment dire, ce qu'il fait sur le terrain et le choix de l'avoir drafté est beaucoup lié au fait que tu es Wembanyama à côté, quoi. Et du coup, t'es plus du tout dans la même situation quand tu te retrouves avec juste Castle sur le terrain. Je peux envie de dire, soit en initiateur primaire ou secondaire, peu importe, mais sans Wemby. Et les situations où ils sont tous les deux ensemble. Tout paraît plus cohérent. On a dit que c'était un joueur, tu l'as dit, intelligent dans le decision making, que ce soit balle en main ou prendre des décisions aussi de placement, de pose d'écran, vous l'avez évoqué aussi, le fait de, dans certaines situations, se retrouver dans le dunker spot assez trouvable facilement. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que la symbiose avec Wembanyama semble assez logique et cohérente après une demi-saison. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Paul, on te laisse la main pour le deuxième nom et je te laisse nous dire qui c'est. Alors, le deuxième nom, ça va être Isaiah Collier, qui a été drafté par le Jazz en 29. Pour moi, bon, on va pas revenir dessus, mais c'est une anomalie parce que dans ma mock, moi, je l'avais 2. Et honnêtement, on était quand même pas mal à l'avoir au moins top 10. Donc, enfin, voilà quoi. Les grosses forces d'Isaiah Collier, pour moi, dans un premier temps, c'est son passing. Depuis qu'il est titulaire, il tourne à presque 9 passes décisives par match. Il a 8,8 assists par match. Il a le meilleur assist percentage sur drive de toute la ligue. Parmi les mecs avec plus de 8 drives par match, il est à 17% et le deuxième, c'est Garland, il est à 14%. Donc, on a un potentiel créateur pour les autres playmakers vraiment élite avec Isaiah Collier. Mais ça, je pensais pas qu'il allait être aussi fort sur la passe en NBA dès sa première saison, quoi. Donc là-dessus, je suis un peu étonné. Donc il y a le passing. Ensuite, il y a des vraies qualités de rapidité. Je sais pas trop comment le dire, mais en fait, il est extrêmement rapide parce qu'il il est un peu petit finalement. Il fait plus d'1m90, mais il est un peu petit. Il est assez tanké. Et ce qui fait que dans l'attaque du Jazz, il est pas mal utilisé off-ball sur des systèmes, par exemple, où il va faire une Iverson cut avec un mec comme Filipovski en passeur. Et ensuite, il va être utilisé dans des systèmes où en fait, on profite du jeu et du passing des intérieurs pour... Juste pour préciser, l'Iverson ouais, Cut, vas-y. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous partez du 45, vous prenez 2 écrans et vous allez à l'autre 45, ce qui vous donne un temps d'avance pour drive après. Je te redonne la main.
Donc, ouais, il est bien utilisé dans le système du Jazz, même si pour être encore mieux utilisé. Mais du coup, on voit vraiment ses qualités off-ball et off the catch aussi quand il l'attrape et qu'il attrape le ballon et qu'il drive. Donc, ouais, sa principale qualité, c'est le passing, parce que je trouve qu'il a vraiment toutes les passes. La passe sur alley-oop, elle est déjà dans le bon timing et précise. La skip pass aussi. La passe pour un cutter à 45 ou baseline, il l'a aussi. La seule, on va revenir après, mais la seule où il l'a pas trop encore, c'est la pocket pass sur pick and roll. Mais sinon, ouais, ses qualités athlétiques en termes de rapidité et son passing, quoi. Ouais, j'ajoute juste sur le playmaking, tu l'as dit rapidement à la fin. Moi, ce que je trouve cool aussi, c'est que dans une NBA qui essaye de s'éloigner des schémas de jeu en full pick and roll, c'est un joueur qui est vraiment bon pour faire des bonnes passes sur des schémas de jeu complexes, donc hors pick ou hors drive. Et qui plus est, dans une équipe qui essaye de jouer très grand, donc qui peut beaucoup miser sur de la cut depuis le 45, sur de la prise sur de la prise de poste bas, par exemple avec des Markkanen qui vont être utilisés parfois poste 3. Et je trouve qu'il a une vraie capacité de passe là-dessus, ce qui pour le coup est assez rare. C'est déjà assez rare tout court en NBA, et c'est d'autant plus rare chez les meneurs. Ben, t'en penses quoi toi de Collier? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense, de tous ceux dont on va parler, c'est celui que j'ai le moins vu. Parce que, bon, honnêtement, j'avoue que le Jazz, c'est pas l'équipe que je prends le temps de regarder le plus. Mais de ce que j'ai vu et ce que j'ai regardé pour préparer le podcast, moi, c'est vraiment cette vivacité et cette comment dire, maîtrise de prise d'intervalle que je trouve ultra intéressante. Au-delà du passing dont a très bien parlé Paul, c'est que tu vois que c'est un joueur qui sait driver, qui sait utiliser son physique pour le faire. Alors pour l'instant, il y a pas le toucher parfait, il y a encore des axes de progrès sur la finition, mais l'intentionnalité de toutes ces prises de décision semble en avance sur son âge, quoi. Et c'est encore un peu frustre sur certains aspects techniques, mais la vision de jeu, donc ce qui rejoint aussi le passing, mais juste le déplacement et la capacité ouais, de se créer des situations où il peut plonger dans les intervalles. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que c'est comment dire, il arrive à lier son QI basket et son physique, quoi. Ouais, parce qu'en plus de l'explosivité que décrivait Paul, il est puissant. Ouais. Il a un corps assez tanké, il a des larges épaules et ça l'aide vachement sur le drive, quoi. Paul, il y a d'autres éléments positifs que tu voulais mettre en avant sur Collier ou pas? Ouais, bah, je vais repartir un peu sur ce que tu as dit, c'est qu'il est très puissant. Et ça se voit sur son passing, parce qu'il est capable de faire des passes, enfin des skip passes où il est à 45, il va faire à 45 degrés au panier, il va faire une skip pass de l'autre côté. Et en fait, elle est très tendue. Et c'est pas vraiment étonnant, parce que quand tu le regardes, il est déjà bien tanké, il a déjà des gros triceps, quoi, pour faire ce genre de passe. Donc, c'est ouais, une de ses autres qualités, c'est la puissance. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a déjà la manipulation de défense sur ses drives et sur pick and roll. C'est-à-dire qu'il est déjà capable de bien provoquer le contact quand il va drive. Et on voit même des fois un peu de manipulation de défense. Donc, il va mettre son défenseur in jail. Donc, ça veut dire qu'il va empêcher son défenseur de passer devant lui, entre lui et le panier. Et donc, on a des choses intéressantes en fait en manipulation de défense sur drive et sur pick and roll. Et pouvoir le faire déjà à cet âge-là, bah, c'est cool, quoi. C'est cool. Et ce qui va avec ça, moi je trouve, c'est que là c'est moins palpable, mais je trouve qu'il dégage sur le terrain une vraie impression de sérénité. Ce qui est une fois de plus rare sur cet âge-là. Tu vois, moi il me fait penser sur certains aspects à Mike Conley, tu vois, dans les premières années, qui te donnait tout de suite l'impression que le jeu jouait, enfin que le match se déroulait à son tempo et qu'il était tout à fait serein en fait, du fait d'avoir énormément la balle. J'ai pas regardé son usage, mais je pense que son usage il est énorme quand il est sur le terrain. Il a vraiment un contrôle total de la balle, quoi. Bah, c'est ça qui est assez, c'est assez particulier, c'est qu'il n'a pas un usage si énorme. Ok. Sur Cleaning the Glass, il est à 23%, 22,6 sur Cleaning the Glass. Mais par contre, il a très peu de shoot assisté, quoi. C'est que il crée tout pour lui,
enfin, j'ai pas envie de dire tout seul, mais presque. Alors, c'est vrai que le système huilé du Jazz le met parfois dans certaines conditions où je suppose qu'il n'y a pas d'assist compté, mais tout ce qui était mis en place avant, ça l'aide beaucoup. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux d'être un créateur potentiellement primaire très très jeune, quoi. Tu parles de son scoring. Peut-être que Paul, tu as un truc à nous dire sur son scoring. Son scoring, finalement, on part de loin parce que il n'a pas de shoot. Donc pour l'instant, les défenseurs le savent et arrivent à bien défendre et à le gêner sur drive. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il est très rapide, on voit déjà beaucoup scorer en transition. Donc ça, là-dessus, c'est sûr que pendant au moins 5-6 ans, ça va. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit forcément dans la première moitié en termes de percentile en transition, mais tu sais que dans 2-3 ans, quand il aura trouvé un peu plus de toucher sur ses lay-ups, sur ses drives, ça va être un joueur très efficace sur transition, vu qu'il est très rapide. Donc voilà, donc ouais, ça manque de toucher sur ses lay-ups. Et autant j'aime bien quand il drive côté droit, mais je trouve qu'il utilise pas beaucoup sa main gauche quand il drive côté gauche. Il finit un peu trop sur sa main droite, ce qui fait que ses drives sont quand même un peu téléphonés. Et vu qu'on a un joueur qui est un peu petit et qui n'a pas non plus une longueur immense, il n'est pas encore vraiment efficace au scoring. Après, ce que j'aime bien avec son shoot aussi, c'est qu'il a un release qui est assez haut, ce qui fait que tu sens pas trop son manque de taille quand il va prendre un petit mid-range après un pick and roll. Donc ça, c'est plutôt cool pour la suite. Maintenant, c'est sûr que si le shoot vient jamais, t'as quand même un niveau passing élite, mais est-ce que ça peut vraiment devenir un driver élite? Je sais pas, et donc si le shoot rentre pas à terme, c'est pareil. Est-ce que ça va être vraiment un gros initiateur on-ball? Ce sera peut-être un super deuxième créateur, mais peut-être pas une star on-ball, quoi. D'autant que sur ces profils-là qui peuvent être créatifs mais manquer de shoot, ça peut être ok de manquer de shoot si tu es très bon en défense. Et alors là, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas non plus vu énormément le Jazz, mais sur ce que j'ai vu, moi, la défense, j'étais à la limite de l'alerte orange et rouge. Je vois pas, je le trouve pas très bon en fait en défense. Je trouve pas un niveau d'implication qui soit spécialement bon. Il est pas si mal, je trouve, pour lire les lignes, mais sur le duel, je trouve qu'il le tient pas du tout en fait. Ouais, il est limité physiquement, mais je pense que il peut devenir neutre. Il sera peut-être jamais vraiment positif, mais il peut devenir neutre. Mais c'est pas vraiment étonnant qu'il soit négatif en défense quand t'es rookie et que t'as son physique. C'était assez prévisible. Mais oui, j'aime bien ses lectures off-ball. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il doit pas avoir un steal percentage très mauvais. Mais oui, il est pas positif, ça c'est sûr. Vous voyez autre chose à dire, messieurs, sur notre cher Isaiah Collier? Ou est-ce que pour vous, on a fait le tour? Non, c'est bon. Ben, c'est bon pour toi? Allez, c'est bono pour toi. Et ben, je vous propose qu'on passe au troisième nom qu'on avait beaucoup vu en début de saison, qui joue un peu moins depuis un mois. C'est le rookie des Phoenix Suns dans la saison galère de Phoenix. Un rookie émerge, c'est Ryan Dunn, qui est pas tout jeune. D'ailleurs, je crois qu'il doit avoir 23 ans, Ryan Dunn. C'était un des joueurs les plus âgés de cette draft. Et qui rapidement en fait a réussi à prendre des minutes pour une raison très simple. C'est que c'est un défenseur, à mon sens, exceptionnel. Et je pense que c'est déjà un défenseur élite dès sa première année en NBA. C'est un gars qui arrive à cumuler une bonne puissance sur le haut du corps. Il doit faire 2,03 m, il est assez puissant, avec une grande envergure. Et le dernier élément qui rajoute à ces qualités-là, qui le rendent vraiment exceptionnel en défense, c'est sa vitesse de pied en fait. Il est très rapide en bas des jambes tout en étant tanké sur le haut et long sur les bras, ce qui fait quand même beaucoup pour un défenseur d'avoir tout ça. Et donc ça se traduit sur sa polyvalence défensive. C'est un gars qui est capable de tenir des ailiers qui sont normalement plus puissants que lui. On l'avait vu en début de saison, notamment très bien tenir LeBron James contre les Lakers. En même temps, il a quand même une super circulation dans les écrans, ce qui lui permet d'être souvent... En fait, clairement, quand il est sur le terrain, les Suns le mettent sur le meilleur attaquant adverse, ce qui lui permet d'être mis sur les petits. Et il a aussi, par son sens du jeu, son sens notamment de l'aide, une capacité à être finalement un assez bon roamer. Et donc, on est face à un profil, messieurs, qui... sincèrement, pour moi, on est sur un profil quasi ultime en fait en défense. Alors oui, il fait pas 2,15 m avec une vitesse de pied qui lui permet de défendre des meneurs, ce qui serait vraiment une espèce de truc final. Mais si t'enlèves ça, aujourd'hui,
je vois pas ce qui lui manque en défense, notre cher Ryan Dunn. Et donc, j'avais particulièrement aimé son début de saison pour ça. Est-ce que vous avez un avis sur Ryan Dunn? Bah, moi, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. On reviendra après sur l'aspect offensif où là, c'est plus le même, la même situation. Mais c'est vrai que il a été drafté pour ses capacités défensives, en tout cas ce que j'en avais entendu au moment de la draft. Et il a rapidement prouvé que c'était un potentiel défenseur élite. Ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est un profil qui est, je vais pas dire rare, mais presque quoi. C'est que des ailiers comme ça, un peu immenses, un peu tentaculaires, qui peuvent défendre tous les postes, qui ont le physique d'un côté grand et avec une grande envergure, et de l'autre la vivacité. Il y en a pas partout, quoi. Donc oui, c'était assez logique comment dire, qu'il se fasse une place assez rapidement. Bon, je pense que Paul va revenir aussi sur sa défense, mais oui, le souci, c'est que il a quasiment que d'un côté du terrain où il est intéressant. Alors, il n'est pas non plus inutile offensivement, mais quand on met en corrélation son âge et les capacités qu'on voit offensivement, bah, tu dis que ça va pas aller très très haut et que ça restera un excellent défenseur et peut-être c'est tout, quoi. Paul, t'en penses quoi, toi, de cette partie défensive côté Ryan Dunn? Bah, franchement, vous avez déjà tout dit, hein. Ouais, potentiel de gros défenseur. Euh, Maintenant, je sais pas si en fait il est pas enfin, j'ai du mal à voir s'il est plus intéressant en défense on ball ou en défense off ball. Et si c'est mieux de l'avoir en roamer que de l'avoir sur un externe, j'ai quand même l'impression que c'est mieux de l'avoir sur un externe pour avoir un vrai gros défenseur POA dans ton équipe. Maintenant, le pauvre, il est dans un contexte défensif où en fait c'est catastrophique. Donc il est un peu obligé de tout faire et en même temps, bah, on voit peut-être pas à quel point est-ce que c'est un gros défenseur parce que bah, à côté, en fait, il y a que des mecs qui défendent pas ou presque et il y a un coach qui arrive pas à faire bien défendre son équipe, quoi. Je trouve que tu vois, il a vraiment. Dans cette NBA qui alterne beaucoup les schémas défensifs, tu as des équipes qui repassent à des formats switch all presque, ou alors très agressifs sur des pré-rotations. Et je trouve que là-dedans, il pourrait vraiment s'éclater dans ces schémas-là. Bon, je pense forcément, mais c'est normal, c'est un biais parce que c'est l'équipe que je regarde le plus. Je pense forcément aux Lakers qui défendent un peu comme ça. Où je pense qu'il pourrait être vraiment hyper à l'aise là-dedans. Et en fait, je me dis que c'est un mec qui peut être viable, tu vois, en poste 5 sur un espèce de switch all et être assez intéressant. D'autant qu'au rebond, moi je trouve qu'au rebond offensif, il a plutôt une bonne présence parce qu'il il déborde d'envie, donc ça aide pour le rebond et qu'il a les qualités athlétiques qui vont avec, même s'il n'est pas très vertical. Et d'ailleurs, sa qualité de roamer, elle tient plus de son intelligence de jeu et de ses longs bras que sa verticalité qui est pas énorme en fait. Mais je me dis que ce mec-là, assez rapidement, on va parler de l'attaque, il faut qu'il soit viable en attaque, mais assez rapidement peut devenir une espèce de boîte à outils de gars que tu peux mettre sur peu importe, tu peux être sur n'importe quel rôle, de toute façon il va être excellent en défense, et donc tu peux changer tes systèmes défensifs un peu à foison en ayant ce mec-là qui existe. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à Jared Vanderbilt, hein, globalement sur le profil. Peut-être même un poil plus fort que Vanderbilt, parce qu'il fait moins de fautes en plus, il fait pas beaucoup de fautes, Ryan Dunn. Et donc j'aime beaucoup, mais par contre, on a l'autre aspect qui est problématique avec Ryan Dunn. En fait, il faut bien comprendre qu'en NBA, vous n'avez pas forcément les meilleurs défenseurs du monde. Parce que la NBA, c'est vraiment un univers où on cherche un équilibre. Si vous êtes excellent défenseur, mais que vous êtes un piètre attaquant, vous pouvez ne pas avoir de place en fait dans la ligue. Et donc parfois, vous vous trouvez sur des profils qui ne sont pas capables de jouer. Moi, je pense à Traveling Queen que j'adore, Orlando Magic, qui moi je trouve est un défenseur exceptionnel. Je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est André Robertson qui avait perdu sa place, alors aussi après des blessures en NBA, mais parce qu'en fait, offensivement, il n'était pas du tout viable. Et la question que je me pose avec Ryan Dunn, c'est est-ce qu'il saura être viable? Il cumule 3 défauts qui sont quand même majeurs, hein. C'est un mauvais shooter, même s'il y a eu quelques brides en début de saison, mais qui ressemblait à une forme de surchauffe.
Son shoot est capable de tomber et il est notamment très peu efficace dans le corner où il tourne qu'à 28% à 3 points. 28% à 3 points dans le corner, les amis, c'est vraiment très très bas pour le coup. Et il va falloir qu'il arrive à tâter du 35% minimum dans le corner parce que le problème, c'est que son dribble est assez naze. Donc il n'a pas la capacité d'attaquer des close-out et je ne le vois pas du tout développer cette capacité-là. Et en plus de ça, il n'a pas de playmaking. Il n'a vraiment pas cette capacité à exister par la passe. Alors il a plutôt une très bonne adresse près du cercle, mais je pense que c'est surtout lié au fait qu'il finit près du cercle sur contre-attaque. Le schéma de jeu est pas idéal, je suis bien d'accord. Mais sur l'attaque, c'est quand même très limité. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a une qualité que moi je vois pas offensivement, mais je sais pas ce que vous en pensez. Non, bah moi je suis complètement aligné avec tes propos. Enfin, ça sera la vraie question. Est-ce que tu arrives à être viable offensivement? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il s'est très peu posé un dribble, c'est pas shooté. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et tu l'as déjà dit et je l'ai redit et je le répète. En plus, c'est pas un rookie de 18 ans, quoi. Ouais. C'est ça le souci, c'est que de ce que j'ai vu, j'ai du mal à voir un grand axe de progression, quoi. On sait jamais, hein, sur comment dire, il y a certains joueurs qui ont besoin de 1, 2, 3 ans de plus pour se développer. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop tard pour lui, quoi. Bah, t'as Lou Dort par exemple, qui est arrivé alors un poil plus tard, mais qui est arrivé sans shoot et qui a réussi à en avoir un. Et t'as Jared Vanderbilt qui est arrivé sans shoot et qui en a pas eu un. Il part d'un peu moins loin que Jared Vanderbilt, mais j'aime pas du tout son geste. Il m'inspire pas du tout confiance sur du développement. Paul, je sais pas ce que tu penses offensivement de Ryan Dunn. Il y a un truc qui était pas du tout rassurant en NCAA, c'était son adresse au lancer, qui frôlait les 50%, donc c'est quand même dramatique pour un arrière extérieur. Mais tu vois, finalement, sur la saison, là où en NCAA, en fait, il shootait presque pas et il shootait mal, sur la saison, il est quand même à 30% à 3 points sur 3 tentatives par match. Alors, ok, il y a une surchauffe. Et finalement, il a quand même montré que dans le contexte un peu favorable du début de saison des Suns, où ils avaient fait un bon début de saison sur les 10 premiers matchs, il mettait ses 3 points, quoi. Donc, je trouvais que c'était assez impressionnant là-dessus. En plus, en pré-saison, il les avait mis aussi. Donc, c'est peut-être pas si dégueulasse que ça, potentiellement au shoot. Et s'il arrive à être à ne serait-ce qu'un 33-34% à 3 points, c'est pas si mal. Maintenant, le problème de ces profils-là, et on l'a vu avec Thybulle, c'est que t'as beau être un défenseur élite, si derrière tu compenses pas, soit avec une grosse agression au rebond offensif comme un Josh Hart, qui a pas trop de shoot, mais finalement, tu vois, il arrive à être ultra impactant à travers 2 trucs quand même, c'est le rebond off et le playmaking. Si tu compenses pas par au moins un des deux, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Et si en plus t'as pas les qualités athlétiques suffisantes, parce que tu vois, on parle d'un Jared Vanderbilt, mais Jared Vanderbilt, j'ai l'impression qu'il est un peu plus athlétique et un peu plus long potentiellement. Et Jared Vanderbilt, je trouve qu'il y a quand même un peu de playmaking que on voit pas trop chez Ryan Dunn, quoi. Donc, donc ouais, va vraiment falloir qu'il soit ultra positif en défense, qui est un peu le cas à l'heure actuelle. Mais parce que sinon, oui, il y a des choses qui sont pas très rassurantes, mais je m'attendais à pire et je trouve que c'est pas si nul. Il a vraiment ce profil de joueurs, tu sais, qui vont devoir faire la rencontre d'un coach qui arrive à cadrer leur rôle pour justement les rendre viables. Tu vois, on prend l'exemple de Vanderbilt depuis tout à l'heure. Vanderbilt, sa carrière, elle est jalonnée de ça, quoi. C'est-à-dire des coachs qui trouvent un moyen de l'utiliser à un moment donné, d'autres qui le trouvent pas, comme Darvin Ham, d'autres après qui le retrouvent, comme JJ Redick. C'est jamais des joueurs qui sont capables d'assurer des 35-40 minutes parce que les limites structurelles sont trop importantes, mais par contre, qui peuvent réussir avec un rôle bien cadré sur une vingtaine de minutes à avoir un impact. Ouais, ça ressemble beaucoup aux futurs joueurs, malheureusement, qui, en fonction de comment tombe le premier ou les 2-3 premiers shoots, la suite de son match, soit il peut faire 25 minutes si tout se passe bien, soit il peut être benché parce que c'est vraiment la catastrophe offensivement. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que pour ces joueurs-là, enfin, je pense que c'est pas que pour ces joueurs-là, c'est pour tout le monde, c'est que tu as besoin de régularité et de comment dire, un cadre fixe
que lui, ses qualités offensives lui empêcheront peut-être d'avoir, et donc tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu joues une fois de temps en temps, mais la fois où tu joues, t'es plus dans le rythme, donc tu rentres pas tes shoots, donc tu ressors, donc bref, vous avez compris la boucle, quoi. Et j'ai peur qu'il tombe un peu là-dedans, comme l'a très bien évoqué Paul pour Taïboul. J'avais pas pensé à la comparaison, mais ça colle pas mal, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'instant sur sa saison, hein, où il était à 20 minutes de temps de jeu de moyenne, Ouais, et c'est depuis un ça. mois, il met plus dedans, et son coach lui Voilà, fait tu plus ressors confiance. après. Ouais, c'est ça, Après, je pense qu'il exactement. a un contexte où le coach se dit, de toute façon, ma défense ne fonctionne jamais. Foutu pour foutu. Oui, et puis en fait, structurellement, leur défense ne fonctionne jamais. Donc il se dit, je vais pas mettre des défenseurs, vu que ma défense fonctionne jamais, ça sert à rien. Et donc, je pense que c'est aussi un peu pour ça. Voici donc pour nos 3 joueurs qui nous ont marqué et particulièrement intéressés sur ce début de saison. Isaiah Collier, Stephen Castle et Ryan Dunn. Et donc, on va passer à nos petits Frenchies. Paul, je te laisse nous dire quelques mots sur, et on complétera sur Alexa. Ouais, on va parler d'Alexar, qui a été drafté en 2 par les Wizards. Pour commencer avec ses qualités, Alexar, c'est un potentiel gros défenseur. C'est un mec qui est déjà à 2,7 de block percentage, donc c'est le 79e percentile sur les joueurs de la ligue. Donc on a un potentiel de rim protecteur élite, je pense. Peut-être pas le meilleur des meilleurs, c'est peut-être pas aussi impressionnant que ce qu'on pouvait voir, tu vois, de Chet ou de Mobley, que ce soit genre pré-draft et même dans leur tout début. Mais on a un potentiel rim protecteur. Il me fait un peu penser par moment à Brook Lopez Prime en défense au début avec les Bucks. Dans le profil aussi, parce qu'on va en parler, il est capable de stretch en attaque, mais un côté, il a vraiment tous les tools pour super bien protéger le panier, quoi. Donc, ouais, c'est la défense du cercle où il est vraiment bon. Ensuite, en attaque, il y a 2 choses qui sont intéressantes avec Sarr, c'est qu'il est capable de stretch. Alors, sur la saison, j'ai regardé, il était à 32% à 3 points, mais il y a eu un stretch où il était sur presque 3 tentatives, ou même plus de 3 tentatives, il était à 36-37% à 3 points, sur un stretch de 25-30 matchs. Ça a peut-être un peu baissé dernièrement, donc c'est plutôt rassurant, je trouve, pour un joueur rookie pour un pivot rookie avec un tel volume. Donc, il y a un potentiel de 3 and rim protection qui, dans la NBA actuelle, est quand même un profil qui est ultra recherché. Et si tu l'as déjà avec Alex Sarr, c'est plutôt cool. Et vu qu'en plus, il stretch, tu te dis, si jamais tu as un pivot ultra dominant quand tu vas tanker, là, parce que les Wizards, ils sont quand même partis pour un peu de saison de tanking, tu pourras le faire jouer, évidemment, en 4. Alors, il sera peut-être pas tout de suite viable en attaque en 4 ou dans des hautes sphères de playoff, mais en tout cas, tu peux le projeter. Donc, le shoot, et il y a aussi du passing. Je trouve que finalement, il y a encore du déchet, mais il y a des choses intéressantes au passing où il est capable de faire la passe. Il est un peu utilisé par moment en hub offensif dans l'attaque des Wizards, et il est capable de faire de belles passes à rebond dans le bon timing à des cutters. Après, sur roll, c'est un peu plus compliqué. C'est un mec qui est très peu efficace sur roll, on en reparlera après. Donc, il y a des choses intéressantes à la passe. Au shoot, parce qu'il est aussi très adroit sur les longues mid, il a plus de 50%, il n'en prend pas beaucoup, mais il a plus de 50% sur les longues mid, et évidemment en défense. Sur la partie défensive, moi, ce qui m'impressionne, c'est ces outils défensifs qui sont absolument géniaux. Il fait 2,13, je crois, ou 2,15. Il est très long, et je trouve qu'il est tellement rapide et agile pour un mec de 2,15. Et tu vois, il fait 2,15, mais j'ai l'impression qu'il est quand même déjà plus costaud que l'était Chet quand il est arrivé, pour autant. Alors qu'il a une longueur de bras qui doit pas être très très loin de la sienne. Et pour le temps, j'ai pas l'impression qu'il soit moins mobile que Chet. Et notamment son agilité, sa vitesse. Donc on la voit sur la défense du pic, où quand il y a de la circulation près du cercle, en fait, il arrive tout de suite à se situer et à contrer. D'ailleurs, il contre pas mal. Et sur les contre-attaques, ça se voit beaucoup, où il est beaucoup dans la course. Et je trouve qu'il arrive à proposer pas mal de solutions sur contre-attaque, sur la course. Et je trouve ça assez intéressant. Je te laisse la main, Ben, si tu voulais dire d'autres éléments positifs sur la défense. Parce qu'après, par contre, sur l'attaque, je suis un peu plus mesuré. Ouais, non, la défense, je rejoins totalement tout ce que vous avez présenté. J'ai l'impression quand même que il peut encore durcir, muscler encore un peu pour être vraiment implacable, parce que je trouve qu'il arrive à bien gérer et bien lire les drives
jeunes, enfin de petits d'arrière ou ce genre de joueurs, j'ai l'impression il est encore un peu en difficulté, que ce soit sur les quelques possessions poste bas des bigs ou quand un grand prend de la vitesse et se met à drive, ou des trucs comme ça. Je crois que c'était, je sais plus si j'avais vu ça contre Mobley ou Jaren Jackson ou ce genre de joueurs. J'avais l'impression qu'il y avait encore moyen de progresser et de pas un peu exploser au contact, quoi. Mais je suis pas sûr qu'à terme ça soit un poste 5 dans cette ligue. Et notamment, C'est la question. Ouais. ouais, et du coup, je sais pas s'il faudrait qu'il se muscle ou plutôt qu'il mise sur sa vitesse et son agilité. Parce que pour le coup, je suis peut-être un poil moins optimiste que peut l'être Paul sur son attaque. Où, alors, le shoot, il y a quelques brides, effectivement, le shoot peut être fonctionnel. Mais, alors, j'ai pas non plus regardé énormément les Wizards. Mais sur ce que j'ai vu, moi, j'ai vu 2 défauts qui m'ont paru vraiment très importants. Un premier sur la qualité sur short roll, où je pense qu'il subit aussi un peu ses longs bras, il a du mal à se retourner, à se resituer, à lever la main pour justement faire du playmaking derrière, et j'aime pas trop son playmaking. Et puis non, mais il a un problème sur la finition près du cercle. La finition près du cercle, Paul, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve catastrophique, hein. Vraiment, c'est catastrophique, hein. Il a pas de main, Ah, quoi. mais c'est ce que je voulais dire. Le paradoxe entre sa réussite plus ou moins circonstancielle au shoot sur les longues mids, sur quelques trois, etc., et la réussite au cercle, des fois c'est assez hallucinant ce qui rate, alors que l'action suivante, il réussit des trucs beaucoup plus compliqués, tête de raquette en shootant. Donc ouais, je suis comme toi, je suis assez perplexe à ce niveau-là. Après, c'est toujours pareil, on a le temps de le voir se développer. Ouais. Le truc avec Sar, c'est que de 1, il a un footwork qui est très approximatif, pour être poli. Deuxièmement, il fuit le contact beaucoup trop sur drive. Troisièmement, je pense qu'il se rend pas compte en fait à quel point il est athlétique. Et il y a eu une action là dernièrement contre les Pacers où en fait il reçoit le ballon, il y a personne au cercle, il préfère prendre un flotteur alors qu'il y a vraiment personne au cercle. Alors que le meilleur choix, c'était d'aller dunker, et il prend un flotteur et il loupe le flotteur. Je pense qu'il se rend pas de compte à quel point est-ce qu'il peut dominer, à quel point est-ce qu'il peut. Il est juste, en fait, globalement, il est pas assez agressif, quoi. Et finalement, tous ces défauts réunis, t'as un joueur qui est pas du tout efficace au scoring, mais alors vraiment pas. Donc, on part de très très loin avec Alexa, et en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, quand tu pars d'aussi loin, c'est sûr, ton plafond, il est très limité finalement. Maintenant, faut pas oublier quand même qu'il arrive dans une équipe des Wizards qui est horrible, qui a même pas un playmaker, même pas un passeur fonctionnel dans cette équipe. Je parle même pas d'un playmaker, mais juste un passeur fonctionnel, même si on va me dire Jordan Poole, mais bon, je pense pas que ce soit un passeur fonctionnel. Donc, il arrive dans un contexte qui est vraiment pas optimal. Là, on lui a ramené quand même du Marcus Smart et du Middleton. Donc, je pense que niveau passing, ça va être quand même mieux en attaque. Et même, tu vois, je pense qu'à l'entraînement aussi, ça peut être cool. Marcus Smart, il va te donner 2-3 types en défense qui sont sympas. Et Middleton, au shoot, il peut aussi très vite progresser au shoot à côté d'un aussi bon shooter, shotmaker que Middleton. Donc, ouais, c'est sûr qu'on part de loin en attaque. Mais j'ai l'impression que si tu arrives à avoir un espèce de Brook Lopez, comme je l'avais comparé la période 2018-2021, et je pense qu'il peut être encore plus dominant sur Switch en défense aussi que Brook Lopez, qui a toujours été quand même très moyen. Parce que je trouve que sur Switch, il est aussi il montre de très belles choses. T'as peut-être un espèce de Miles Turner finalement, version un peu boost en défense, quoi. Et c'est déjà pas mal en fait sur un poste 5. Donc voilà, quoi. Sur la partie offensive, en fait, je pense que c'est un joueur qui subit aussi le fantasme qu'il a généré. En fait, j'avais suivi un petit peu son développement. C'est un gars qui a toujours été développé dans l'idée de c'est un grand qui peut shooter. Et je crois il faudrait regarder, mais je crois qu'en Australie, il faisait que stretch tout le temps. Et qu'en équipe de France, moi j'ai regardé les équipes de France de jeunes, il faisait que stretch tout le temps. Et donc je pense que c'est un mec qui a pas appris à vivre dans la peinture, en fait. Et quand tu arrives en NBA, t'as un monde où on te dit c'est très très bien de shooter externe, mais n'oublie pas que les paniers les plus rentables, ils sont dans la peinture. Donc on veut t'amener dans la raquette, surtout si t'es un poste 5. Et je pense qu'il est aussi un peu en train de découvrir tout ça. Donc il en résulte un mec un peu timide, enfin tout ce que tu as décrit, Paul, un mec un peu timide, avec un footwork un peu approximatif. Ben l'a aussi dit, avec
Enfin, c'est un mec qui a pas de bras roulés, quoi. C'est un grand 2-15 qui a pas de bras roulés du tout, quoi. Tu vois, tu compares avec Brook Lopez. Brook Lopez, pour le coup, ses outils offensifs, il les avait. Et donc, effectivement, il part de loin. Moi, le joueur dans lequel j'ai envie de me projeter pour quelque chose d'un peu similaire, c'est plutôt. Par contre, défensivement, je reviens pas dessus, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je trouve les outils sont incroyables. C'est Jabari Smith. Je me dis, il y a peut-être un truc un peu à la Jabari Smith, tu vois, s'il finit poste 4 ou avec la possibilité de jouer poste 5 sur certaines séquences dans un 5-out, je pense que Jabari Smith est un meilleur shooter que lui quand même. Enfin, ce qu'on voyait de Jabari Smith à la fac, c'était quand même vraiment des brides d'un très bon shooter. Mais je me dis qu'il peut avoir un développement un peu comme ça et que c'est peut-être ça la bonne voie à prendre pour lui, tu vois. Moi, je pense qu'il peut être bien meilleur que Jabari Smith. Sur- Parce que, ok, Jabari Smith, il a le shoot, mais sur roll, c'est vraiment cata. Pour le coup, balle en main, je trouve que Alex Sarr, il est bien meilleur que Jabari Smith. Enfin, il a un potentiel bien meilleur, balle en main, que Jabari Smith, qu'on a vu faire des coast-to-coast. Il a quand même un bon handle aussi, Alex Sarr. Je trouve que c'est un peu sous-estimé. Maintenant, il n'est pas bien utilisé aussi, donc c'est compliqué dans l'attaque des Wizards. Il est dans un effectif qui veut absolument tanker. Mais je comprends ce que tu veux dire avec Jabari Smith, mais il est quand même beaucoup plus... En fait, il est plus grand, il est plus tanké, c'est beaucoup plus un 5 que Jabari Smith, où tu peux... pour moi, Jabari Smith, il sera toujours un peu poste 4, il pourra pas jouer vraiment 5 sur de longues séquences. Mais je pense que tu as un meilleur potentiel que Jabari Smith. Mais je peux comprendre que les gens soient assez bas sur Alex Sarr aussi. Ouais, l'avenir nous dira un peu ce que ça donne. Moi, je trouve que ça part de tellement loin sur le pic que j'ai du mal à me projeter comme un poste 5 qui multiplie les pics. Donc c'est un peu pour ça que je le vois plus en 4 et certaines séquences en poste 5. Ben, tu as une dernière chose à dire sur notre cher Alex Sarr? Bon, pas spécialement, juste répéter que moi je trouve par contre que le shoot peut être plus que juste fonctionnel. Je trouve que il y a vraiment quelque chose. Il y a il y a un geste, il y a comment dire, une maîtrise de son corps, de tout ça. Et comme tu l'as dit, enfin moi j'ai pas du tout suivi en jeune et en Australie, mais tu sens qu'il y avait cette volonté de le faire beaucoup shooter, quoi. Et que ce soit à mi-distance ou même à 3 points, ou pour une première saison, comme on l'a dit, dans un effectif cataclysmique, il est à 32%, c'est pas horrible. Et donc on peut vite se retrouver avec un peut-être très mauvais poste 5 qui joue au cercle, mais un shooter pardon, de très grande qualité, qui en plus se muscle défensivement et commence à devenir un peu, j'ai pas envie de dire inarrêtable, mais vraiment de très grande qualité. Et donc tu te retrouves avec un profil de stretch 5 défensif assez intéressant, quoi. Donc j'avoue que je te trouve aussi un peu dur avec le Jabari Smith, mais voilà, enfin son shoot est quand même plutôt bien, plutôt très bien. Après tu peux être sur une version un peu up de Jabari Smith. En fait, moi ce que je trouve dommage, c'est quand t'as un mec qui fait 2-13 comme ça, qui est aussi mobile. Dans la NBA, comme elle se dessine aujourd'hui, je trouve ça presque dommage de pas essayer en poste 4. Parce que, en fait, il a la vitesse et la mobilité pour jouer poste 4. Et en plus, il fait 2-13, 2-15, tu vois. Et je trouve que du coup, ça serait dommage de pas essayer cette option. Mais bon, après... Ouais, mais il faut pouvoir, justement... Parce que si t'as pas de poste 5 derrière qui est viable, finalement, il jouera poste 5, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr, mais bon, on est sur du développement. Ouais. Tu peux le récupérer, le poste 5 aussi, tu vois. Veux dire. Mais ils ont pas trop de choix, en fait, là, actuellement. Ah non, mais sur cette année, je suis complètement d'accord. Non, mais sur cette année, je suis complètement d'accord. Et puis, de toute façon, c'est un joueur en développement, donc il faut lui faire multiplier des pics, il faut voir si ça peut marcher. Parce que bon, si ça peut marcher, c'est intéressant. On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, la saison elle est plutôt rassurante d'Alex Sarr, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un monde où son shoot ne rentrait pas. Et tout le monde était conscient que si son shoot ne rentrait pas, il y avait danger sur même son avenir en NBA. Et finalement, le shoot a l'air quand même fonctionnel, voire plus que fonctionnel potentiellement à terme, quoi. Donc pour le coup, ça c'est assez hyper positif, quoi, sur lui, et c'est assez encourageant. Vous voyez d'autres choses à dire sur Alex Sarr, ou est-ce qu'on passe à notre deuxième Frenchie? Non, c'est bon. C'est tout bon. Bon là ça va un peu déborder d'amour, les amis, parce que là on va parler de Zaccharie Risacher. Et c'est moi qui vais me charger de le présenter. Et Zaccharie Risacher, moi c'est mon gros coup de cœur de cette saison. Parce que je le trouve absolument incroyable, avec des défauts structurels, des choses à améliorer, on va revenir dessus, mais c'est tellement, enfin ça va paraître hyper basique ce que je vais dire, mais c'est tellement un joueur de basket. C'est tellement un joueur de basket que je trouve que c'est un régal de le voir jouer.
Riz Haché, en fait, il a été présenté comme une sorte de regen de Nicolas Batum. Alors, en mieux. C'était beaucoup présenté comme un regen de Nicolas Batum. En mieux, il faut quand même se rappeler de ce qu'était Nicolas Batum quand il arrive en NBA, où c'était vraiment un profil un peu dingo. Mais effectivement, il y a bien ce côté connecteur élite qui est capable d'être un bon passeur, qui a le shoot, qui a du dribble et qui est un bon défenseur. Et en fait, moi, le premier élément que je veux mettre en avant, et puis je pense qu'on va rentrer dans une discussion autour de Riz Haché, c'est le premier truc qui me marque avec lui, c'est son decision making et sa vitesse de prise de décision, qui pour moi est vraiment élite. C'est un gars qui se trouve être toujours en mouvement déjà. Il est toujours en mouvement. Et quand il reçoit la balle, il marque très très rarement de temps d'arrêt. Et en fait, il ne fait qu'accélérer le jeu, ce qu'on demande à un connecteur, soit par du dribble, soit par du shoot, soit par de la passe. Et du coup, tu as l'impression que toutes les possessions qui à un moment donné passent par ses mains sont valorisées parce que voilà, son axe de connecteur est hyper fort. Je ne sais pas si vous le sentez chez Zaccharie Riz Haché, cet axe-là, et si aussi ça vous marque. Mais moi, c'est vraiment le premier élément qui me marque avec lui, quoi. Ouais, bah, non, mais je te rejoins complètement. Moi aussi, c'est un joueur que, bah, comme les autres, je les connaissais pas spécialement avant de les voir en NBA, donc ici aux Hawks. Et en fait, c'est vraiment, moi, ce qui m'a choqué dès les premiers matchs que j'ai vus de lui, c'est cette fluidité d'intégration dans une équipe avec un joueur héliocentrique comme Trae Young et cette simplicité de jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pick 1, 2, 3 ou je sais pas, on va dire très haut, dont je me rappelle avoir vraiment juste envie de faire le geste qu'il faut au bon moment. Il n'y a pas de moment où ça force, il n'y a pas de dribble de trop, il n'y a pas de shoot, enfin de mauvais shoot, il y en a un petit peu, mais très peu. Le souci principalement, c'est juste que ça rentre pas pour l'instant, mais c'est pas des mauvais shoots de ce que j'ai vu. Ça passe quand il faut faire la passe. Enfin, c'est vraiment simple et efficace dans pas mal de compartiments du jeu, quoi. Il a 19 ans. Hein. Moi, je trouve qu'avoir cette maturité dans le jeu à 19 ans, c'est pour le coup assez dingue. Et dans le côté positif, toi, Paul, sur l'attaque, tu vois aussi des choses que tu aimes bien sur Riz Haché. Après, je vais partir du positif sur la défense, mais... Non. Je pense qu'on a fait le tour, en fait. Moi, je suis plus bas que vous sur Riz Haché, mais du coup, je vais en reparler après, vas-y. Alors, juste deux derniers trucs que je trouve positifs en plus de ça. Sa vitesse en contre-attaque. Il faut quand même mettre en avant cet élément-là. C'est un joueur qui se projette très vite vers l'attaque et qui, du coup, peut être un vrai bon contre-attaquant. Et l'autre élément positif pour moi, c'est sa défense, que je trouve hyper intéressante. Et son duo avec Dyson Daniels est vraiment génial, en fait. Parce qu'il a des qualités il fait un poil trop de fautes, mais il a une capacité à sentir le jeu sur la défense qui est vraiment intéressante. Et c'est quand même un mec de 2-8 qui circule plutôt bien dans les écrans. Je pense pas que c'est un gars qui peut défendre un point of attack si c'est un meneur de jeu hyper rapide, mais ça tombe bien, il y a Dyson Daniels avec lui. Donc potentiellement à terme, il n'aura pas à le faire. Par contre, dès qu'il faut un petit peu switcher, ses aides, elles sont tellement bonnes, je trouve. Que là encore on retrouve son côté connecteur en fait. C'est un connecteur offensif mais c'est aussi un très bon connecteur défensif et donc je pense que les critiques qui ont été mises à son égard sont un peu trop liées au fait que ça soit un first pick en fait. C'est vrai que le fait que ce soit un first pick crée un certain nombre d'attentes qui ne remplit pas forcément, mais voilà, je vais déjà mettre en avant ces éléments positifs qui font de lui un super joueur de complément qui a quand même que 19 ans. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec le temps parce que déjà, depuis un mois, c'est mieux, même offensivement, et on commence à augmenter un peu sur le volume, sur l'efficacité. Et donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Côté négatif, le tir a mis un peu de temps à se stabiliser quand même. Et effectivement, ce qui a été un peu étonnant, parce que pour le coup, en France, c'était quand même un très bon shooter. Donc, il y a eu une petite période d'adaptation. Il est notamment assez mauvais au tir 45, enfin il faut vraiment qu'il soit dans le corner en fait. Moi c'est la grosse déception pour l'instant que j'ai, c'est son tir à 45 et face au panier qui rentre pas du tout, et son efficacité au cercle et là j'ai un peu plus de mal à me l'expliquer. Alors il a pas trop touché, il est pas très souple et je pense qu'il paye son manque de souplesse.
Mais ça donne un joueur qui est assez peu efficace au cercle. Il a 57% d'efficacité au cercle, qui est très bas. Et sachant que c'est quand même bien bumpé par ses contre-attaques, parce que c'est un joueur qui se projette assez vite. Et pour l'instant, autant le tir m'inquiète pas trop, autant l'efficacité au cercle sur demi-terrain, je la trouve un peu plus inquiétante. Je vais pas plus loin que ça pour l'instant sur les points négatifs. Mais je crois que je vais donner la balle à Paul, parce que je crois qu'il a envie de dire 2-3 trucs négatifs sur Isaché. En fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'il est pas adroit au cercle et pourquoi est-ce qu'il est pas adroit non plus à mi-distance? Parce que moi, je trouve qu'il manque de jump sur ses drives. Il n'a pas tant de qualité athlétique que ça. Deuxièmement, il va pas assez au contact aussi sur ses drives. Troisièmement, il manque de toucher tout simplement. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des finitions qui sont vraiment impressionnantes, qui sont très esthétiques, on va dire, où il commence à drive côté gauche et il finit en fait côté droit avec un lay-up, mais hyper esthétique à regarder. Mais sinon, il manque de toucher, parce que tu vois, sur les joueurs de son poste, il est dans le 11e percentile seulement en termes d'efficacité au cercle sur les forwards. Donc, encore une fois, il est rookie, c'est normal. Mais et je trouve aussi qu'il manque un peu de footwork et de manipulation de défense, donc pas en balle en main, mais même ne serait-ce que en termes de footwork quand il arrive au cercle. Donc voilà. Après, je trouve que finalement, il arrive vraiment dans un contexte favorable à l'heure actuelle, en partant du principe, si on part du principe que Trae Young va rester, parce qu'il arrive dans la conférence Est dans une équipe qui a pas beaucoup de pression à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'ils en ont un peu, parce que Trae Young, peut-être que cet été, il demande son départ. Et tu vois, il arrive dans un effectif où tu as quand même un Quinn Snyder qui est un coach réputé en NBA, tu as un super playmaker comme Trae Young, tu as finalement aussi un joueur qui se développe super bien aujourd'hui, qui est blessé là sur la fin de saison avec Jalen Johnson. Tu as aussi un Dyson Daniels où moi j'aime beaucoup le profil. J'ai l'impression que ça peut devenir plus qu'un simple role player. Mais le problème, c'est que quand je vois Rizaché, je trouve qu'aussi mentalement, il a du mal à prendre ses responsabilités par moment. Donc, tu as peut-être un Fluendy, mais parfait dans la ligue actuelle, à terme, ça c'est sûr, parce qu'on a déjà parlé de ses qualités et tout. Mais tu n'as peut-être pas plus que ça. Et pour un numéro 1 de draft, forcément, ça va le suivre toute sa vie et toute sa carrière. Et donc, du coup, on se dira, en fait, ils auraient mieux fait soit de trade down, soit de recruter, soit de prendre un autre mec, quoi. Alors, donc c'est un peu le souci, c'est que voilà, il a une pression parce qu'il est numéro 1 de draft, mais il arrive dans un effectif où le contexte global est plutôt favorable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, juste sur le côté pas athlétique, je le trouve pas vertical. Je dirais pas athlétique parce qu'il est quand même hyper long et moi je trouve qu'il cavale, hein. Il va super vite. Et donc sur la longueur, je le trouve pour le coup très athlétique. Mais je suis d'accord avec toi, il a pas de verticalité, quoi. C'est pas un gars qui décolle. Et il a pas de puissance. Il manque clairement de puissance. Après, il a 19 ans. Hein. Mais il manque clairement de puissance. Et en plus, son centre de gravité est quand même assez haut. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir le truc un peu d'être proche du sol. Et du coup, comme un Draymond Green, développer une certaine forme de puissance. Sur le fait de jouer avec Trae Young, je trouve que c'est à la fois un côté positif, mais aussi négatif. Parce que Trae Young est tellement omnipotent qu'on voit pas une qualité qu'on avait beaucoup vue en JP Elite avec lui, mais qui se traduit dans le decision making qu'il a. C'est que normalement, c'est un super playmaker. C'est un joueur qui fait vraiment des très bonnes passes en Eurocup, et il jouait presque meneur de jeu avec Bourg par séquence. Son dribble est pas si mauvais, mais surtout sa qualité de passe est très très bonne. Et donc je trouve que le seul truc qui est un peu dommage, c'est que sur une année de rookie, il se retrouve tout de suite dans un rôle très défini, alors qu'il aurait peut-être été intéressant de le faire aller développer un peu de jeu balle en main, tu vois. On a pris Alex Sarr avant, comme on a pu le voir avec Bilal Koulibaly par exemple, qu'on voit commencer à se développer là-dedans. On voit bien qu'à terme, ça ne sera pas un joueur comme ça, mais que ça permet quand même de lui faire développer un certain nombre de qualités qui serviront à un moment donné. Et donc je trouve que dans le fait de jouer avec Trae Young, il y a juste cette limite-là, quoi. Pour le coup. Mais je trouve ça un peu dur de parler, dans le meilleur des cas, de juste un free and D, parce que je pense que ça peut être quand même plus que ça. Je trouve que les mecs qui mettent énormément de liens dans l'attaque, et c'est quand même un gars qui peut... il a un truc qu'a pas Nico Batum, pour le coup, je trouve, c'est l'attaque des close-outs. Il n'a pas la finition sur l'attaque des close-outs, mais il est capable d'attaquer un close-out, de contracter la défense et de faire la bonne passe derrière, tu vois. Et pour moi, ça, les free and D, ils l'ont pas, pour le coup. Et lui, il a vraiment ce truc-là, quoi. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire sur les hachés. 3D, c'était plus le 3D moderne qui est justement capable d'attaquer les close-out, quoi. Ouais. Mais c'est déjà... Si tu deviens un 3D moderne, donc très complet sur le terrain, dans un effectif, parce que pour le coup, lui, je l'imagine totalement à terme jouer des hautes sphères de playoff parce qu'il a vraiment le profil.
si tu es dans une espèce de quatrième option dans un effectif ultra compétitif, à terme, tu as une meilleure carrière que des mecs qui sont deuxième option dans des effectifs qui tentent, quoi. Tu vois? Donc pour le coup, c'est pas forcément une reproche en soi, c'est plus une limitation par rapport au profil, mais qu'on savait déjà peut-être un peu. Et au fait que tu peux quand même avoir une superbe carrière. Batum a une superbe carrière. Alors je suis d'accord qu'il a plus de potentiel global que Batum, hein. Mais Batum a fait une super carrière en étant limité aussi sur le profil offensif, quoi. Ben, tu voulais rajouter quelque chose sur Isaché? Non, vous avez été très complet. Si je dois me positionner, je pense que je me situe entre vous deux. Le Normand, je suis, il est de retour. Bah, insulte-moi directement si tu veux, ce sera plus rapide. Hein. On peut se retrouver au Mais, sein de non. l'agriculture Ouais. pour Ouais. une tête-à-tête. Un tête-à-tête. RDV demain 9h, porte de Versailles, je t'attends, je te le dis tout de suite. Non, mais oui, je suis entre vous deux, mais moi j'aime bien la comparaison du 3D moderne. Par exemple, enfin, c'est pas du tout le même profil physique, mais dans l'idée des gars comme ce que fait Grimes, par exemple. Grimes, c'est un très bon 3D moderne. Riz Haché, il peut être la version au-dessus de ce genre de mec, avec parfois de temps en temps, quand la première option, qui est Trae Young, n'est pas sur le terrain, il peut porter la balle, il a plus de connexion, il attaque encore un peu plus les close-out. Pour l'instant, il n'a pas le shoot et il défend un peu mieux. Et donc, en fait, ça fait un profil upgrade de ce genre de joueur, quoi. Donc, moi, je suis assez aligné avec cet aspect 3D up plus de Paul. Il peut être un espèce d'André Iguodala dans un effectif ultra compétitif, quoi. Ouais, la comparaison avec André Iguodala, elle peut être intéressante. Très bien, putain. Bon, celui-là. Mais je le vois bien aussi rapidement aller lire des espaces pour faire des cuts au cercle, aussi être impliqué sur des pick and roll en poseur de pick pour cibler des problèmes parce qu'il est trop intelligent en fait et que c'est un gars que tu vas pouvoir mobiliser, je pense, sur de l'attaque de mismatch de différentes façons. Ok, mais toi, t'es très haut sur lui, mais du coup, tu le vois quoi en fait dans 4-5 ans tu penses que ça va être quel genre de joueur? Je le vois en équipe de France, au JO surtout, et c'est surtout ça qui me fait kiffer. Qui bat les Américains à LA en 2028. J'en sais rien, quoi. mais je me dis qu'on va se taper 10 ans de Rizache en équipe de France et que ça va être trop bien, ça déjà. Non, je trouve que le truc que tu décrivais avant, je suis pleinement là-dedans. C'est-à-dire, il fait partie de ces joueurs où je pense que leur salaire va beaucoup déterminer de leur carrière en fait. Tu peux très bien avoir ce genre de mec qui en fait... sur un truc un peu hasardeux, se retrouve avec un contrat pas max, mais pas loin de max, un peu comme un Nico Batum d'ailleurs, et qui en fait te fait devenir trop important par rapport à ce que tu dois être. Et à l'inverse, si tu fais la même carrière à la Iguodala, où en fait tu prends 20 millions alors que tu aurais pu en prendre 35, et ben tu te retrouves dans une top équipe qui fait une forme de dynastie parce que fondamentalement tu es un super joueur en fait, mais tu es un super joueur mais qui peut pas te prendre 30% ou 25% du salary cap, quoi. Je le vois plutôt comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. Ouais, de toute façon, ça va être relié à son, comme vous l'avez déjà dit, à son statut qui est déjà trop grand par rapport à ce qu'il est sur le terrain, quoi. C'est ça le souci, et ça va le suivre toute sa carrière. Et il a cette chance malgré tout d'avoir un espèce de consensus sur le fait que c'est une draft de merde et du coup d'avoir un niveau d'attente un peu en dessous de ce qu'on a d'habitude sur un numéro 1 draft. J'ai l'impression qu'au final, on l'attaque un peu sur le truc de c'est un numéro 1 draft pas légitime, mais en fait les autres derrière sont tellement midas qu'on se dit bon bah c'est pas grave, au moins c'est un super joueur et tu sais qu'il va t'aider à terme, quoi. On passe sur notre dernière catégorie, les mecs qu'on aime voir un petit peu plus. Ben, je te laisse la main avec un nom viking. Et ouais, vous l'aviez pas vu venir celui-là, si totalement, vu que faut parler d'Enix une fois par épisode. Non mais en fait, pour être honnête, dans notre discussion, on s'est dit quel est le rookie qui joue pas suffisamment et qu'on aimerait bien voir plus sur le terrain. C'est comme ça qu'on s'est présenté la catégorie. Et donc moi, en tant que fan des Knicks, et moi qui en ai marre de voir mes joueurs jouer 43 minutes par match, j'ai rapidement pensé à Hug Porty, Ariel Hug Porty, qui est drafté au 2e tour, je sais plus quel pick, mais loin, et qui, petit à petit, a commencé à récupérer quelques minutes pour être potentiellement le backup de Karl Anthony Towns. Au moment où on parle,
Point positif, il était titulaire la nuit dernière, parce que Kat était absent. Point négatif, il s'est blessé 1 mois et demi. Bon, c'est un peu con quand même comme choix de joueur, mais plus sérieusement, en fait, il a un profil, j'ai envie de dire un peu, un Hartenstein du très 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 pauvre. C'est-à-dire que il est enfin, il a très peu joué, il a eu très peu de shoots, mais il a cette capacité de finir violemment au cercle. Il a ce petit flotteur sur les quelques shoots qu'il prend, qui a l'air à peu près de rentrer quand tu es très proche du cercle. Il peut faire quelques dribble end-off, et défensivement, il est assez, ouais, j'ai pas envie de dire correct, plus que correct. Il est assez, il comprend bien le jeu, il est dur au mal, il peut switch un petit peu quand la situation le demande, il drop, voilà, enfin c'est un pivot, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors moi, dans cette catégorie-là de joueurs qu'on veut voir un peu plus, je l'attends pas titulaire 35 minutes par match l'année prochaine. Par contre, ça peut être un bon pivot backup, parce que quand tu tapes Jericho Sims pendant une demi-saison, et que tu vas au terrain, bah t'as l'impression de revivre un peu, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec Hugues Porty, c'est. Je trouve qu'il a un truc qui est vraiment cool, c'est sa capacité à se retourner sur les short rolls. Et c'est une qualité que j'aime bien regarder, moi, chez les pivots. Par exemple, Alexa, on en a parlé tout à l'heure, je trouve que là-dessus, c'est compliqué. Je trouve que Hugues Porty a une capacité à recevoir le ballon dos au cercle et à se retourner et se mettre face au cercle, qui est vraiment intéressante. Et quand tu joues avec Jalen Brunson et qu'il y a à peu près 100 000 prises à deux par pick and roll, bah c'est important d'avoir cette qualité-là. D'autant qu'il arrive à la cumuler, tu l'as dit, avec son petit flotteur qui marche plutôt bien. Moi, je trouve que le problème qu'il a, c'est que sur ce genre de profil, c'est bien d'être. Enfin, les Américains disent physically gifted, mais c'est, tu vois, vraiment gâté par la nature, quoi, athlétiquement. Il est pas athlétique, mais il est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus un pétard. Il reste quand même. Moi, je trouve pas qu'il explose tant que ça au cercle. J'aime bien parce qu'il a beaucoup d'envie, donc sur les contre-attaques, il est hyper volontaire, il propose souvent des solutions. Mais je trouve que souvent, en fait, il a la capacité à se retourner, mais comme il n'est pas assez explosif, il se retrouve à être obligé de faire des flotteurs. Et pour moi, si tu es obligé tout le temps de faire des flotteurs, t'as un peu perdu d'avance, en fait, sur ces trucs-là. C'est pas un mec que tu vas aller chercher sur de la hauteur, sur du alley-oop, je pense pas. Je suis pas sûr qu'il soit assez athlétique pour ça. Et du coup, c'est un peu le truc qui me limite. J'ai une deuxième limite que je dirai après, mais je laisse la balle à Paul ou à Ben, peu importe qui veut la prendre pour compléter. Moi, franchement, je l'ai pas assez scouté. Je vais pas dire. Enfin, je l'ai pas assez scouté, je l'ai pas assez vu Hugues Porty, donc je peux pas dire grand chose. J'ai un peu scouté là sur son dernier match, sur la victoire des Knicks hier contre les Sixers, mais c'est pas assez, donc j'ai pas d'avis sur Hugues Porty. Ben, toi, tu vois d'autres éléments Ouais, positifs? ouais. Bah, j'ai un peu fait le tour, parce que, comme je te dis, je te rejoins totalement, hein. C'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que je parlais un peu de Hartenstein du très très pauvre. C'est que Hartenstein, en tout cas dans son ère new-yorkaise, c'était pas le mec que t'envoyais en alley-oop, c'était pas comment dire, le roller qui te détruit l'arceau, mais c'était un joueur qui trouvait les bonnes situations pour attaquer le cercle. C'est pour ça qu'il avait une très bonne réussite au cercle. C'est le cas aussi de Hugues Porty. Bon, c'est sur un échantillon minime, hein. Mais on le voit aussi que sans cette physicalité et grâce au playmaking de Jalen Brunson, dont un jour on fera un épisode, parce que je vous dis les gars, il est trop trop fort. Et en fait, il le met dans des situations sur orbite qu'il arrive à exploiter. Et pour un mec qui est drafté en fin fond de second tour, bah déjà réussir à exploiter ces situations, plus faire ses petits flotteurs, plus défendre agressivement, envoyer des contre-attaques, etc. Bon, comme j'ai dit, ça sera pas Joel Embiid, mais j'attends pas là-dessus, quoi. Il y a quand même un élément pour lequel il joue pas, à mon sens. Bon, outre le fait qu'il a un coach qui déteste les mecs jeunes, mais c'est son passing. Tu vois, tu compares à Hartenstein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit du très 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 pauvre. Ouais, et puis t'as dit en plus du début, parce qu'Hartenstein, on l'a vu un peu plus tard pour le coup. Ah ouais. Mais son passing, sur le peu que j'ai vu, alors pareil, c'est des courtes séquences, mais là, il est trop facile à cibler en fait.
Je trouve qu'il est trop facile à cibler parce qu'en fait, si tu fais prise à 2, que tu fais l'aide, il est déjà un peu perdu. Tu vois? Et Oui, bah, de toute situation façon, de oui, surnombre, il n'arrive pas à la gérer. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'au début, je parlais de dribble and Ouais, off. ouais. Il l'avait pas mal. Mm. Mais après, oui, tu lui fais si tu fais un pick and roll et qu'il se retrouve en short roll, demande-lui de faire un flotteur et pas de faire la passe dans le corner, hein. Sinon, tu finis au troisième rang dans les tribunes, hein. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que je le dis bien, c'est un profil limité, mais qui peut être utile sur 20 minutes par match sur une saison régulière. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Sachant que les Knicks, Mitchell Robinson, il est blessé 98% du temps, qu'on a trade Jericho Sims, je me dis qu'à terme, il y a des chances qu'il ait du temps de jeu et qu'il soit peut-être pas ultra intéressant, mais qui sera pas négatif, quoi. Et il est pas moins fort que Jericho Sims. Je pense pas qu'il soit moins Ah, fort que ça, Jericho Sims. alors ça. Bon, en même temps, on te met pivot, toi, au Knicks, t'es meilleur que Jericho Sims, hein, je te le dis. Ah, mais moi, j'ai un bon passing game. Ça aide pour le coup. On passe au deuxième joueur. Bah, je le prends, Paul. Je te laisse finir avec peut-être le plus fun des trois pour le coup. Moi, c'est Dalton Knecht. Alors, je me suis un peu creusé la tête, hein, sincèrement, pour retrouver un joueur qu'on voyait pas assez, parce que forcément, par définition, on le voit pas beaucoup. Et sur des rookies, c'est pas simple à trouver. Mais Dalton Knecht, c'est donc le rookie des Lakers. C'est plus moi une forme de déception parce qu'en fait j'en attendais pas mal et je trouve que son début de saison était hyper intéressant parce que son implication dans le jeu de JJ Redick était assez intéressante, notamment avec la mobilisation de son jeu sans ballon qui était vraiment bien. Et globalement c'est un danger permanent au shoot qui fait qu'il écarte structurellement les défenses et il est très respecté même quand il n'est pas dans le corner, ce qui quand tu cherches à avoir un spacing optimisé est quand même plutôt intéressant. D'autant qu'il ajoute à ça un jeu en contre-attaque qui est quand même pas si mal. Je trouve que pour un mec qui est vraiment présenté comme un streaky shooter, ben, je trouve que c'est un gars qui peut se projeter sur la contre-attaque et finir les contre-attaques. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on a vu en début de saison qu'en sortie de pick, il était capable de faire les bonnes décisions. Et son playmaking en sortie de pick, en fait, était assez bon. Le problème, c'est que je crois que le contexte est devenu assez mauvais pour lui. Là où au début, il était très bon, il est devenu assez mauvais. Parce qu'en fait, on ne l'utilise plus, et je pense qu'à terme ça va être le cas, plus que comme un steady shooter, en fait, comme un shooter à l'arrêt. Parce que les Lakers sont tellement de création avec LeBron, Luka Doncic et Austin Reeves, qu'en fait, ce qui t'amenait un peu en surplus de création en début de saison par son jeu sans ballon, t'en as plus besoin du tout, en fait. T'en as plus besoin du tout, et voire même, ça sera en dessous de ce que t'apportent les autres. Et comme dans le même temps, sa défense, qui est pas cata, mais qui est, on va dire, juste, j'ai peur que ça bloque un poil de son développement et de choses intéressantes qu'on a pu voir. Parce qu'en fait, les qualités de création qu'il donnait par le jeu sans ballon, bah, on les a un petit peu perdues, quoi. On n'en a plus besoin côté Lakers. Je sais pas ce que vous pensez de Dalton Knecht, qui est quand même malgré tout un bon pick 16, hein, malgré tout. Hein. Ouais. Sur la défense, en fait, je trouve que son impact global, il est vraiment pas bon. Par contre, sa défense on-ball, et notamment sur les derniers matchs avant la deadline, elle était bien meilleure que un peu sur le premier tiers, première moitié de saison. Mais c'est un mec qui n'a pas du tout d'impact off-ball en défense, par exemple, je trouve. Tu vois, son block percentage, son steal percentage, il est ultra bas, alors qu'il a quand même presque 24 ans. Donc, c'est problématique. Maintenant, son avenir, je pense qu'il ne s'inscrit pas vraiment aux Lakers. Avec les Reeves, LeBron, Luka, ce qu'il te faut, tu vois, c'est des gros défenseurs. S'il y a bien un mec qui va être sacrifié là, cet été, là, il a déjà été sacrifié, mais finalement le trade a été annulé. Et tu sais que s'il y a bien un mec qui va être sacrifié, c'est lui. Donc son avenir s'inscrit pas aux Lakers. Maintenant, son profil, il est quand même intéressant. Quand tu as du shoot en NBA, quand tu as du toucher sur tes pénétrations, tu as forcément ta place, je trouve. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il a il est dans le 95e percentile sur spot-up en termes d'efficacité, enfin en termes de points par possession. Donc ça, c'est cool. Il est aussi dans le 90e percentile sur cut. Donc C'est un très bon cutter, ouais. Ouais, c'est un bon cutter. Donc il a sa place qui est sûre dans les 4-5 prochaines années en NBA. Mais dans quelle équipe, dans quel contexte? Parce que tu vois, dans le contexte des Hornets, ça se trouve, ça aurait été catastrophique pour lui. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui qu'il n'ait pas été trade aux Hornets.
Mais pour le coup, ouais, s'il y a bien un rookie là qui va pas rester dans l'équipe dans laquelle il est, c'est bien Connect, quoi. Donc compliqué à le projeter. En fait, c'est vraiment un gars qui est intéressant à partir du moment où tu le responsabilises en attaque. Parce que tu l'as dit, tu vois, c'est un bon cutter, c'est un bon shooter de spot-up, c'est un bon shooter de sortie d'écran. Il a un bon decision making en sortie d'écran. En fait, si tu te retrouves à l'utiliser juste comme un spot-up shooter, bah, il a pas la défense. Elle est pas cata la défense, ça va, hein. Mais il a pas la défense. Donc tu te dis un peu, bon, quel est l'intérêt, quoi. Et je suis d'accord avec toi, hein. Dieu merci, le transfert s'est pas fait avec Mark Williams. Dieu merci. Un don de Dieu, ça. Parce que vraiment, c'était un trade de merde. Mais oui, son avenir s'inscrit pas aux Lakers et ça aurait été bien pour lui qu'il parte dès la trade deadline pour qu'on en voit plus, quoi. Ben, je sais pas ce que t'en penses, toi, de lui. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. C'est dur à juger parce que, bah, comme vous l'avez précisé, soit tu veux aux Lakers un pivot défensif, soit tu veux un extérieur slash forward au moins défenseur, shooter plus défenseur. Et du coup, il a pas du tout, comment dire, enfin, il ne correspond pas aux critères recherchés. En fait, le trade de Luka a tellement tout bouleversé qu'un gars qui pouvait se retrouver, comme tu l'as dit, soit troisième ou quatrième option s'il est sur le terrain en même temps que LeBron et Reeves, ou dans certaines situations, si tu en as qu'un un des deux qui est sur le terrain, deuxième créateur, enfin voilà, il y a pas mal de situations. En fait, tu te retrouves dans une situation où il a plus du tout sa place, quoi. Du coup, je suis d'accord avec vous, pressé de le voir dans un nouveau contexte, où il pourrait être plus responsabilisé, même que ce qu'il était en début de saison aux Lakers. Et voilà, on a vu que c'était un mec qui pouvait avoir des vrais coups de chaud et pas que sur du catch and shoot, qui pouvait, comme vous l'aviez dit, comment dire, faire des cuts, qui pouvait poser un peu le dribble et finir soit sur quelques drives, soit avec du pull-up. Enfin, il a pas mal de petits trucs. Pressé de le voir sur de plus grands échantillons, quoi. Il avait le profil parfait si jamais les Lakers étaient partis vers l'ajout d'un pivot pour jouer avec Anthony Davis. Et avec Reeves et LeBron, il avait le profil parfait, mais bon, les Lakers sont pas partis sur ça. Tu m'étonnes. Oui, et puis ils ont bien fait. On part sur le dernier joueur, et là, à mon avis, c'est le coup de gueule de l'émission parce que je crois que c'est un sujet qui tient à cœur à notre cher Paul. Paul, je te laisse la main. Alors, le joueur en question, c'est Rob Dillingham, aux Wolves, qui a été drafté en 8 par les Spurs et qui a été trade aux Wolves, pardon, parce qu'apparemment, on peut pas. Enfin, la vraie prononciation, c'est Wolves et c'est pas Wolves. Donc, en début de saison, il n'était pas du tout responsabilisé, il n'était pas utilisé par Chris Finch. Pour quelle raison, je ne sais pas, parce qu'en fait, Mike Conley, il commence à être complètement cramax. Très belle carrière, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire ciao, quoi, quand la réalité te rattrape. Donc, dernièrement, il est plus utilisé aussi parce qu'il y a plus de blessures, pas forcément sur son poste, mais Dante DiVincenzo était blessé, Randle est blessé, là, t'as Rudy Gobert qui est blessé. Donc, t'as plus de minutes pour Rob Dillingham. Ce que je trouve, en fait, ce qui est vraiment cool avec Rob Dillingham, c'est que c'est un super basketteur. Il est très fancy, comme tu l'as dit, Benj. Donc, il est très agréable à regarder. C'est un mec qui a un super handle pour, j'allais dire pour sa taille, mais non, mais il a un super handle de base, quoi. Il a un très bon shoot, il a 39% cette saison, il avait des très bons pourcentages en NCAA. Alors sa mécanique est un peu bizarre, c'est vrai, il n'est pas tout le temps régulier, dernièrement il les a pas trop mis, ces 3 points. Il a le coude qui part vraiment sur le côté, mais il jump énormément sur ses shoots en fait, donc ce qui fait que c'est un peu, esthétiquement j'avoue que c'est pas très agréable à regarder son shoot à 3 points, mais c'est quand même un shoot qui rentre. Il a aussi du toucher sur short mid, parce qu'il est quand même à 45%, ce qui est pas mal. Donc voilà, après le fait d'être fancy par moment, ça joue un peu contre toi parce il part un peu dans des moves n'importe comment. Et vu qu'il est un peu limité aussi, que ce soit physiquement et en termes d'envergure, il perd la balle ou il se fait contrer. Il a un peu les mêmes qualités qu'un Isaiah Collier, c'est-à-dire qu'il est très dynamique, très rapide, très vivace. Donc, alors pour le coup, lui, contrairement à Isaiah Collier, il n'est pas du tout assez utilisé off-ball,
qui fait qu'on se rend pas assez compte forcément dans l'attaque des Wolves. Mais il est très bon pour accélérer le jeu, donc à travers ses qualités, mais aussi son passing. Il a déjà la skip pass, il a la passe au panier pour un cut. En plus, il sait assez bien manipuler la défense à travers son regard. Quand il faut faire une bonne passe dans le bon timing avec la bonne exécution pour un cutter. Donc là-dessus, c'est cool. Il est déjà dans le premier quart en points par possession sur isolation, donc en percentile, donc ça c'est super. Donc, voilà un peu pour ses qualités. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres qualités ou si vous êtes d'accord avec moi. Déjà, je trouve ça assez ouf que le moment où McConney s'est blessé, que DiVincenzo ait pris la place de meneur de jeu. Alors, c'était lui qui l'avait sur le papier. Dans les faits, c'était un peu plus Anthony Edwards. Et je pense qu'il y a eu la volonté de développer un peu Anthony Edwards plus proche d'un poste d'initiateur qui n'a pas dû faire du bien à Dillingham. Sur les qualités que tu cites, moi je trouve que, enfin je vois les mêmes qualités que toi. Il y a quand même un problème d'efficacité globale, hein, même s'il est efficace en ISO. L'efficacité au global, elle y est pas, mais sur un rôle qui est hyper instable. Donc c'est tout à fait justifiable. Moi, il y a juste 2 éléments peut-être que je vais ajouter. Le premier, c'est que il subit un truc qui est quand même assez courant, c'est que les équipes qui jouent le titre, c'est quand même assez rare qu'elles responsabilisent un meneur de jeu rookie. Parce que en fait, t'es tellement souvent balle en main que le problème c'est que tu risques de trop perdre le ballon et que l'attention aux possessions quand tu joues le titre c'est super important. Et d'ailleurs, il perd Ouais. beaucoup le ballon pour le coup. Ouais, mais le problème c'est qu'ils jouent pas le titre, les Wolves. C'est pour Oui, ça mais dans que leur tête. Ouais, mais dans leur Oui, mais tête, dans oui. leur tête, Au début de mais saison, oui. Au début, ouais, c'est quand même dans vieille leur histoire, tête, quoi. les Ça, Bulls, 2013, je quoi. pense qu'ils jouent le titre, vu comment Karnisovas il a l'air d'être fou. Donc ouais, je suis pas trop d'accord là-dessus. Et justement, je pense que c'était une reproche très valable parce qu'on s'est rendu compte au bout de 10 matchs que ça allait pas être compétitif, enfin, ça allait pas du tout être contender sur le début de saison. Mais vas-y, je te laisse finir. Mais je pense que eux l'ont pas vu comme ça. Je dis pas que c'est une raison acceptable. Je dis juste que eux, c'est leur perception des choses. Et que du coup, ça a pas été. Enfin, du coup, ça a impliqué le truc. Moi, je trouve juste que les séquences que j'ai vues de Dillingham, Edwards, McDaniels, Naz Reid, Rudy Gobert, ce 5-là, je trouve qu'il va dans le même sens. Il sent le basket de la même façon. Et tu te projettes tellement facilement sur ce 5-là, Dillingham, Edwards, McDaniels, Reid, Gobert, que j'aurais aimé en voir plus et j'aimerais qu'on le voit plus. Et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas plus ce 5. Parce qu'en plus, il arrive à cacher les problèmes de Dillingham. À cacher les problèmes de Dillingham défensif. Parce que défensivement, il est hyper doté. Que c'est un 5 qui peut faire circuler le ballon autour notamment de Edwards et de Reid. Et que du coup, ça permet de ne pas avoir Dillingham qui a tous les ballons. Et qu'en même temps, sur les initiations de pick and roll, il arrive à faire les différences nécessaires. Enfin, j'adore ce 5 en fait. Et je suis déçu de ne pas plus le voir. Mais c'est les éléments que j'avais voulu ajouter sur Dillingham. Ben, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, pour le coup, ouais, je l'ai pas énormément vu parce que je regardais, je me demandais combien de temps il avait joué. Il a joué genre 350 minutes cette saison, un truc comme ça. Donc, 400, ouais, c'est, 393, ouais. ouais, ça, voilà. Donc, c'est vraiment pas énorme parce que c'est ce que je me disais. Je me disais, je l'ai pas beaucoup vu jouer. Mais ouais, en fait, c'est les profils qui sont comment dire, durs enfin, pas durs, mais qui sont un peu compliqués à plugger dans une équipe qui se croit, comme vous l'avez dit, contender en fait. C'est que t'as pas envie. On parlait juste avant de Knecht, on parlait qui ont un échantillon encore moins de Hugh Porty, ou plutôt dans l'émission de mecs comme Ryan Dunn ou des gars comme ça. C'est des gars qui, sur le papier, tu leur demandes pas d'être initiateurs primaires, quoi. Et du coup, bon, t'as plus de chances de les glisser dans un roster sur le terrain en disant, bon, il se met dans le corner ou il fait une sortie d'écran ou je sais pas quoi, et c'est assez simple à mettre en place. Là, à partir du moment où tu fous Dillingham sur le terrain, c'est que t'as envie de lui donner le ballon, quoi. Et est-ce que... moi, je pense qu'il faut le faire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Paul et je comprends qu'il soit énervé. Enfin, énervé. il va pas débarquer à Minnesota pour leur casser la gueule, mais bon. De toute façon, il peut pas. Ouais. il se dit qu'il mériterait plus de ballons. Je pense que, ouais, je suis de leur côté. Eux, ils veulent le développer petit à petit, quoi. Et ils veulent pas griller les étapes pour potentiellement, eux, se grillant des cartouches de match en les jetant, entre grands guillemets, à la poubelle, en les mettant entre les mains de gamme, quoi. Du coup, tu te retrouves dans une situation un peu bâtarde où tu as un mec que tu as piqué en 8 et tu peux, pour le responsabiliser, tu peux pas trop le faire.
Bah, moi, je trouve que là-dedans, le truc, c'est que si les Wizards à terme veulent viser quelque chose, ça Les passera Wolves. pardon, les Wolves veulent viser quelque chose, ça passera par le fait que le duo Dillingham-Edwards en fait est fonctionnel et que Dillingham arrive à compenser les problèmes de création et de playmaking d'Anthony Edwards. Et donc là-dedans, je Je suis suis d'accord que d'accord. c'est dommage de pas plus essayer et de tout de suite partir là-dessus. Ouais, mais je pense que c'est un truc qu'ils ont défini, j'ai pas envie de dire en début de saison, mais quasiment, où tu es obligé de te baser sur ce qui a fonctionné l'année dernière, et du jour au lendemain, tu draftes un mec en 8, pas Mike Conley qui t'a amené en finale de conf, bah, va te faire foutre, tu passes sur le banc, et Oui. malheureusement, c'est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué à faire pour l'instant, je pense, mais si ça se crache cette saison, si, je sais pas, ça sort en play-in, ou si eux là ils ont enfin analysé que Mike Conley il est cramé, je pense que ça peut vite changer l'année prochaine quoi. Il y a plein d'équipes, enfin moi je compare beaucoup, enfin je compare ça avec la NFL, il y a plein d'équipes qui draftent notamment des quarterbacks au premier tour une année, ils le laissent sur le banc toute une année se mettre en forme, apprendre des systèmes NFL, etc. Et tu le jettes dans le bain la deuxième saison. Ça me choquerait pas que ce soit le cas aussi ici quoi. Bah, d'autant que tu es obligé de l'avoir assez efficace parce que mais peut-être que Paul va revenir dessus. Parce qu'en défense par contre, son apport ne peut être qu'offensif, on va dire. Parce que c'est pas en défense qu'il va avoir un Ouais, apport. ouais. Alors pour le coup, ouais, sur la défense. Enfin, juste pour revenir un peu, je trouve que l'année prochaine, ça va être vraiment l'année où on pourra vraiment le juger parce que je suis pas sûr qu'il garde Randle parce qu'il faudra qu'il prolonge Nickel Alexander-Walker et Naz Reid. Et vu que Conley sera vraiment Cramax de chez Cramax l'année prochaine, j'espère qu'on le verra dans le 5 ou au moins en tant que sixième, septième homme, ce qui n'est pas le cas cette saison. Donc oui, là pour le coup, c'est vrai que le contexte n'est pas facile aussi. Donc j'espère qu'on le verra l'année prochaine. Pour revenir un peu sur ses défauts, bah, il y a évidemment la défense, où c'est quand même un mec qui n'a pas fait un bloc sur la saison. Donc ça, c'est sûr que c'est problématique. Maintenant, il y a en défense on ball, évidemment c'est light aussi, mais il y a quand même des bonnes lectures parce qu'il est très rapide, il voit bien le jeu, donc il arrive à avoir un impact un petit peu off ball en défense. Après, il a évidemment un autre souci, c'est qu'il a des vrais défauts d'outils physiques parce qu'en fait, il a une longueur de bras qui est très problématique pour la NBA. Il a une wingspan à seulement 6,3, donc c'est vraiment très petit. Déjà qu'il n'est pas très grand, donc c'est sûr que c'est problématique. Donc, et c'est pour ça qu'une équipe comme les Spurs, je pense, les ont pas draftés parce ils les ont pardon pas draftés parce que tu te dis bon avec Wemby on va forcément à terme faire des hautes sphères de playoff et vu qu'on projette pas du tout un joueur défensivement comme Rom Dillingham dans des hautes sphères de playoff, bah on n'a pas envie de le choisir et on préfère se garder des assets pour plus tard. Sur ses défauts, il y a un truc, vu qu'il a un très bon handle et il est rapide, il arrive à drive côté gauche. Par contre, il a du mal à finir côté gauche ou même main gauche. Il n'a pas assez de toucher là-dessus, c'est vrai, quand il drive côté gauche et surtout quand il doit finir main gauche. Un autre problème aussi, c'est qu'il joue un peu comme beaucoup de joueurs en début de carrière qui sont soit très athlétiques, soit très rapides. Il joue que sur une fréquence. Donc, contrairement à Isaiah Collier, il n'y a pas encore beaucoup de manipulation de défense parce qu'il n'a pas le physique non plus. Mais bon, on pourrait le voir un peu plus manipuler les défenses. Il le fait à travers son handle, mais pas vraiment pour provoquer le contact ou pour manipuler vraiment le défense une fois que tu as passé l'écran, quoi. Donc là-dessus, il doit être, enfin, il faut qu'il fasse mieux, quoi. Je pense qu'il en est capable. Et un autre souci, c'est que il n'arrive pas à être efficace sur transition, et je trouve que c'est un peu dommage parce il a une efficacité qui est cata sur transition. Maintenant, c'est aussi le contexte qui est pas favorable au fait qu'ils utilisent pas beaucoup de transition aux Wolves. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de joueurs pour être efficaces sur transition. Et puis globalement, oui, je suis un peu déçu de son utilisation en attaque. On-ball, mais aussi off-ball, où je pense qu'il y a vraiment pas mal. Il y a eu des choses intéressantes sur des get action entre lui et Rudy Gobert, et on les a clairement pas assez vus, et que j'espère qu'au moins sur la fin de saison, on les verra un peu plus. Je me suis fait un petit jeu pour ce que j'aime bien faire quand je regarde ces joueurs-là pour essayer de se projeter avec eux. Quand vous prenez les 20 équipes qui vont jouer play-in, play-off, vous prenez les meneurs de jeu. Qui sont les meneurs de jeu titulaires qui sont à son niveau défensif ou moins bons défenseurs que lui? Et le seul que je trouve, et encore, je pense qu'il est quand même meilleur que lui, c'est Trae Young. Et sinon, si tu prends tous les autres meneurs de jeu qui vont être sur le play-in, je pense que défensivement, on est sur des gars qui sont meilleurs que lui.
Et donc Trae Young, à la limite, peut être considéré de son niveau-là. Et je pense qu'il est quand même un peu meilleur. Mais c'est Trae Young, quoi. Enfin, offensivement, la production offensive est énorme. Et en fait, j'aime bien faire ce truc-là pour me dire, ok, si t'es à ce niveau défensif, ça veut dire qu'offensivement, il faut que tu produises quoi pour avoir ta place, quoi. Et quand je fais ce jeu-là, malheureusement, quand je suis sur Rob Dillingham, je me dis, ça coince un peu, quoi. Toujours le problème de ces joueurs. Les joueurs grands qui ont des problèmes défensifs, c'est souvent quand même, notamment les élites qui ont des problèmes défensifs, c'est moins emmerdant que les tout petits. Parce que les tout petits qui ont des problèmes défensifs sont tellement faciles à cibler que la production offensive, il faut vraiment qu'elle soit dingo pour que tu aies ta place, quoi. Donc voilà, c'était juste pour finir. Est-ce qu'il y avait des joueurs, les gars, sur lesquels vous vouliez, je sais pas, dire un mot avant qu'on termine ou pas? On s'était dit Jared McCain en 2 mots si vous voulez, mais est-ce que je sais pas si vous en aviez d'autres? Vas-y, Ben, si t'en avais d'autres. Non, moi ça va. Au final, comment dire, McCain, bah, c'était le nom qui revenait le plus, mais je l'ai pas tant scouté que ça. Enfin, j'ai pas tant re-regardé que ça. Donc, si vous avez 2-3 trucs à dire, n'hésitez pas. Mais je me suis concentré sur les autres pour cette émission. Donc, moi, de mon côté, c'est tout bon. Ouais, moi peut-être le seul sur lequel j'avais quelque chose à dire, c'était McCain, effectivement. En 2 mots, hein, parce que ça aurait été probablement. Enfin, il était parti pour être le rookie de l'année, même si une saison de rookie c'est très très long et c'est très. C'est vraiment fait de haut et de bas, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur McCain? C'est un vrai shot maker, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant. Moi j'ai bien aimé notamment son jeu de catch and shoot, presque plus que son jeu de création, qui était intéressant. Mais bon, on verra quand même à terme, ça peut faire quelque chose. Ça reste un joueur qui a pas de défense, qui a pas beaucoup de playmaking. Qu'est-ce que tu fais d'un joueur qui a pas de défense et pas de playmaking? C'est toujours pareil. Quand t'as aucun des deux, c'est compliqué. Quand t'as qu'un seul, de toute façon, des 3 sujets, défense, playmaking, scoring, quand t'as qu'un seul des 3 et pas 2 des 3, c'est toujours un peu compliqué. Et je pense qu'il est un peu symbolique de ces joueurs de Philly qui sont finalement pas très méta, mais qui sont des bons joueurs dans le fond. Je pense à Yabusele qui a un peu ce profil-là. Je sais pas si toi, Paul, t'avais quelque chose à dire sur McCain ou si on peut Moi, je trouve qu'il y a un potentiel de playmaking, mais il y a un gros potentiel de scoreur, et notamment sur Drive, où je trouve qu'il a déjà montré qu'il pouvait être vraiment super intéressant. Mais sinon, on n'en a pas encore assez Ouais, vu. c'était Il tout était petit, dans un hein. contexte cata, quoi. Ouais, et puis Donc, avec un échantillon voilà. tout petit, ouais. Ouais, moi je suis d'accord Ouais. sur le côté scoring. Franchement, je me suis vite projeté avec Embiid où je me suis dit avec un Embiid qui concentre un petit peu la défense, ça peut être vraiment intéressant. Mais on en a que peu trop vu. Est-ce qu'on est tout bon, messieurs, sur notre revue là un petit peu des rookies? Ouais, après, on pourrait faire encore une autre émission avec 8 mecs, mais on peut pas parler de tous les rookies non plus, quoi. On a quand même fait une émission en parlant des rookies qui nous ont plu et on a dit 0 mot sur le Thunder. Et ça, faut en profiter parce que ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent pour le coup. Mais bon. Je vous propose qu'on conclue là-dessus. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs si vous voulez échanger avec nous ou à réagir dans l'espace commentaire sur YouTube ou sur Twitter. De toute façon, vous avez l'habitude et surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.